et bienvenue dans ce nouvel épisode du Terrier du Suricate. Nous allons aujourd'hui explorer la Renaissance. Alors pas le parti politique français dont on s'en fout royalement, mais le mouvement artistique et littéraire qui a eu lieu il y a un paquet d'années. Alors, sous ces airs un peu pompeux et historiques, ne prenez pas peur, on va tout mettre en œuvre pour vous faire passer un bon moment, pour vous faire découvrir ou fuir 3 œuvres littéraires et 4 films. On fera aussi un détour par les retours sur l'exposition qu'on a vue ce matin, une chronique imposée à Mathieu pour son retour, et une chronique putaclic d'Olivier qui nous a promis qu'elle sera la plus stupide qu'il ait jamais faite. Restez jusqu'à la fin pour savoir s'il avait raison. On va partir sur du très très con. D'accord. Et enfin, les 3 parties de l'émission seront bien sûr conclues par les fameux Qu'est-ce que c'est d'Alan, où nos chroniqueurs et chroniqueuses vont s'affronter dans des joutes intenses afin de gagner le droit d'ajouter un maximum de thèmes pour le tirage au sort à la fin de l'émission. Alors, petit rappel historique avant de commencer, je pense que c'est nécessaire, car certains ici, moi compris, n'étaient pas sûrs de l'étendue de la période et ni pendant laquelle ce mouvement a perduré. C'est pour cela que vous n'aurez pas de podcast historique, car notre but reste bien sûr le divertissement et de vous faire découvrir des livres, des films et des infos insolites sur le thème. Mais on va essayer de faire au mieux pour ne pas commettre de bourdes. Donc voilà, c'est parti, restez avec nous, on va essayer de faire simple et rapide. La Renaissance se caractérise par la remise à l'honneur de la culture antique dans la littérature et les arts pour marquer une rupture avec la culture médiévale, considérée comme sombre, caractérisée par l'art gothique, l'idéal de la chevalerie et la philosophie scolastique. Qu'est-ce que la philosophie scolastique ? Quelqu'un sait ? Non. Oui, je vous prends en traître, oui. La philosophie scolastique, c'est pas un rapport avec les prêtres ? On n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc la philosophie scolastique, c'est une philosophie rattachée à la religion chrétienne et qui tente d'harmoniser la raison et la foi. Donc tu n'étais pas loin, bravo Olivier. Merci. Donc la Renaissance, c'est un changement dans la représentation que l'on se fait du monde, l'apparition de grandes réformes religieuses, mais aussi de nombreuses innovations comme l'imprimerie ou les grandes découvertes comme la colonisation de l'Amérique. Le découpage le plus courant se divise en 3 parties correspondant à 3 siècles. Le Trecento pour le XIVe siècle, le Quattrocento pour le XVe et le Cinquecento pour le XVIe. Je m'en suis sorti. Effectivement, les plus attentifs l'ont remarqué, en italien on ne calcule pas les siècles de la même manière. Mais pour être plus précis, on se situe donc le début de la Renaissance vers la moitié du XIVe siècle dans diverses villes italiennes. Elle s'intensifie en Italie durant le XVe. C'est à cette période qu'on situe à peu près la fin du Moyen-Âge. Durant ce siècle, le mouvement commence à toucher le reste de l'Europe, suite au voyage des érudits et artistes italiens à travers le reste du continent. Le XVIe voit l'apogée de la Renaissance et elle est représentée un peu partout en Europe. La fin de la Renaissance se date entre la fin du XVIe siècle et environ 1630, avec les révolutions scientifiques et la montée du baroque. De notre côté, on va voguer avec des œuvres qui se situent essentiellement lors du Cinquecento, et puis même plus particulièrement vers la fin du XVIe siècle. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, et on peut maintenant débuter les présentations. On va d'abord commencer par Cheyenne. Tu auras la pression d'être digne de la grande figure féminine de la Renaissance que je t'ai choisie, qui s'appelle Élisène de Crène, une femme de lettres française qui s'est fait connaître par la traduction au départ de l'Énéide en prose, avant de publier ses propres œuvres. Œuvres qui racontent des histoires souvent d'amour, mais toujours du point de vue de la femme. Elle est d'ailleurs toujours considérée à l'heure actuelle comme une pionnière du féminisme. Ah bah ouais, c'est tout à fait moi. Moi, l'Énéide en prose, tous les soirs, le matin au petit déjeuner. J'adore. Pour moi, la Renaissance, ça m'évoque mes cours de latin et de grec en secondaire, mais ça fait quand même un petit temps, donc... Non mais voilà, est-ce que tu es contente de ce thème ? Est-ce que tu as aimé travailler là-dessus, c'est ça ? Oui, bah ouais, moi j'ai découvert des trucs, du coup j'ai quand même bien aimé. J'ai préféré la Renaissance aux requins, donc au final, c'était sympa. Alors, après un tel héritage, ça va être assez dur pour nous les hommes de rivaliser. Alors je décroche une présentation bonus. Je ne vais convoquer rien de moins que les Tortues Ninja. Vous savez, ces 4 tortues qui vivent dans les égouts new-yorkais après avoir été recueillies par le rat Splinter. Qui n'a rien trouvé de mieux que de nommer ces tortues en fonction d'un livre sur l'art de la Renaissance qui traînait à côté de lui. Je pars du principe que si on a un suricate comme nom de magazine, pourquoi pas des tortues ? Alors, c'est parti, Kawabunga. Le premier, Michelangelo, la tortue la moins sérieuse. C'est facile, c'est Mathieu. Je suis là, Loïc. Quelle distance, hein, quels Jeux Olympiques incroyables. Donc la Renaissance, Mathieu, s'il te plaît. Oui, la Renaissance. Alors la Renaissance, évidemment. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance ? Eh bien, moi, je pensais que la Renaissance, à l'école, c'était une période. Pas du tout. Eh ben non. C'est un mouvement. Exactement, ce n'est pas une période. Donc je pense l'avoir appris. En fait, je ne l'ai jamais appris. Le suivant, c'est Raffaello, le casse-cou de la bande, celui qui ose tout.
Alors, si Olivier n'est pas aussi agressif que la tortue que je viens de citer, il est souvent le rebelle de la bande et partage une relation intense avec Michelangelo, son partenaire de crime, quand il s'agit de se battre contre l'ordre établi, c'est-à-dire moi. C'est parce qu'on est tous les deux des débiles. Effectivement, alors Loïc, pour moi, la Renaissance, déjà, j'aimerais dire que je préfère quand même les requins et le Japon, personnellement. Voilà. Mais, parce que c'était tes thèmes, on est bien d'accord. Parce que c'était mes thèmes, effectivement. Mais aussi, un petit peu comme Mathieu, en fait, je me suis rendu compte en préparant ce podcast que, en fait, il y avait plein de trucs que je pensais savoir sur la Renaissance que je savais pas. Donc, pour moi, la Renaissance, c'était D'Artagnan, c'était ouais, tu m'avais Albert, proposé des trucs là-dessus. Non, voilà. pas du tout, c'est juste après, en fait. Albert, le 5e mousquetaire. Avec son tromblon, Avec son tromblon. Tout à fait. Voilà, on a eu la même en France. Les mousquetaires, pour toi, parce que comme t'es un peu dyslexique. Les mousquetaires, c'est le XVIIe siècle, on est déjà plus dans la Renaissance. Mais oui, et en fait, donc, du coup, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose de la Renaissance. Il y a quand même certains auteurs, certains artistes que j'aime beaucoup, par exemple le Caravage. C'est ensuite le tour de Donatello, l'intellectuel des quatre, mais aussi l'inventeur. Cela va plutôt bien, Alan, toujours prêt à nous expliquer la raison d'une mauvaise histoire ou à créer des jeux toujours aussi originaux. Et bonjour. Eh ben oui, moi j'ai 3 jeux en réserve et pas beaucoup de connaissances au départ sur la Renaissance, puisque comme Mathieu, je pensais que c'était une période historique, donc complètement raté. Mon seul rapport à la Renaissance, c'est je pense le fait qu'ils ont beaucoup fait des châteaux, et des châteaux que je trouve vachement moins bien que les châteaux forts, ça c'est mon avis personnel. Ah mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est des châteaux pas forts. C'est des châteaux faibles. Ouais, les châteaux forts et les châteaux faibles. Merci Alan. Alors pour terminer, il reste Leonardo, celui qui tente en permanence de mettre les 3 autres sur le droit chemin. Il passe la plupart de son temps libre à bosser pendant que les autres s'amusent. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est celui qui me correspond le mieux ici. Voilà, mais donc les présentations sont terminées. Je vous propose de passer à la première partie, la partie littérature. Gentes dames et damoiseaux, le roi va chier. Parfait. Allez, un peu de sérieux. Première œuvre qui a été choisie, c'est Les chemins de Malfos de Daniel Bardet et François Dermot. Alors, résumé. En 1589, la guerre des religions déchire le royaume depuis un demi-siècle. La Sainte Ligue s'oppose au roi de France Henri III, dont elle vient de prononcer la déchéance pour s'être alliée avec Henri de Navarre, futur Henri IV, chef des protestants. Chaque faction solde une armée renforcée par des lance-quenets soldats de fortune mercenaires venus de Suisse ou d'Allemagne. Près de Gisors, en Normandie, Gunther et ses lance-quenets investissent un campement de villageois réfugiés en forêt. Dame Jeanne, aveugle, gouverne cette communauté. L'étrange fascination qu'elle exerce va conduire Gunther à abandonner ses maîtres naturels. Dame Jeanne, par un marché, exige de lui la délivrance de sa fille Pernette, otage d'un ligueur fanatique, le moine Louvel. Alors, comme je sais qu'elle a adoré cette BD, je vais proposer à Cheyenne de nous donner d'abord son avis. Moi, mon avis, il est un peu dur, quoi. Pour moi, c'est illisible. Je suis presque admirative que vous ayez réussi à comprendre quelque chose dans cet album, parce que moi, c'est vraiment pas mon cas. Alors, il y a l'écriture, qui est infernale, mais j'imagine que d'autres gens vont en parler, mais qui reproduit vraiment l'écriture de la Renaissance. Alors, c'est d'époque, c'est super, mais on comprend rien. Moi, j'ai eu l'impression de regarder un peu un film en québécois sans les sous-titres. On sent qu'il y a une racine commune, c'est hyper charmant, mais parfois, c'est juste pas la même langue, quoi. Et donc, et à la limite, en vrai, s'il y avait que ça passerait. Mais moi, j'ai l'impression aussi que le tout est envahi par un dessin hyper chargé. Il y a des informations partout, c'est très peu aéré. Le découpage est nul. Il n'y a aucune fluidité dans la manière dont les cases se suivent. Parfois, juste même les planches silencieuses, qui sont censées être les plus faciles à comprendre, me demandent aussi une relecture. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est quand même une bande dessinée qui est un petit peu pénible. Et alors, moi, j'ai un vrai problème avec les scènes de sexe et les personnages féminins. Est-ce qu'on peut en parler, si vous voulez? Parce que ça va pas du tout, quoi. Ok, c'est les années 80, mais quand même, il y a des limites. Alors, les femmes, elles existent essentiellement pour combler les besoins des hommes. Soit elles se font violer, soit elles ont vraiment la dalle. Et elles paradent seins nus en exprimant très franchement à quel point elles sont chaudes, et ce, sur plusieurs cases. Ah oui, parce que aussi, les femmes sont tout le temps à poil. C'est bien connu. À quoi ça sert de porter les vêtements si tout ce qu'on veut, c'est se faire pénétrer? Après tout, c'est une perte de temps. Donc là, t'as une bonne quantité de paires de loches, mais aucune bite en vue. Et ça, c'est un petit peu dommage aussi. Donc quand je dis ça, je me dis que franchement, c'est cool que la bande dessinée ait fait du chemin. Merci Cheyenne.
Olivier, tu as quelque chose à nous dire sur cette BD ? Je vais rejoindre Cheyenne par rapport aux éléments ici. J'ai vraiment pas kiffé. En fait, effectivement, j'ai vraiment eu l'impression de mater des BD. Par exemple, j'avais une BD comme ça qui s'appelait Le Prince de la Nuit. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. C'était une vieille BD, un petit peu dans le même style, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est avec des vampires. Mais même chose. Genre, c'est juste un prétexte pour essayer de mettre des meufs à poil dans une BD. Et pour avoir une histoire hyper viriliste qui fait pas vraiment de sens non plus. Donc ouais, j'ai pas vraiment kiffé. J'avais juste noté coq fredouille parce que j'ai appris une chouette nouvelle insulte grâce à ça. Mais mis à part ça, vraiment pas cool, quoi. Mathieu ? Non, mais moi, ça m'a pas Même dérangé. chose ou- Vas-y. Ah ben c'est bien. Non, Ça ça On m'a a vu pas un peu dérangé. différent, j'aime bien. Non. Déjà, Mathieu, est-ce que tu l'as lu déjà ? Hein ? Oui, les 24 tomes. Et toi ? Ouais, bien sûr. Ah bah voilà. Donc non, franchement, moi, ça m'a pas dérangé. Donc pas du tout comme Cheyenne. Mais en soi, c'est pas pour autant que j'ai aimé. Et c'est deux choses différentes. Donc c'est-à-dire que ça m'a pas dérangé parce qu'effectivement, j'y ai vu, et là je te rejoins Cheyenne, j'ai vu une BD plus ancienne en fait. Une BD qu'on pouvait encore lire quand nous, on était petits. C'est-à-dire toi et moi, Loïc. Dans les années 50. Oui, c'est ça. Oui, 19 ans après, j'ai connu cet front, la guerre fait rage sur le front marocain. Et donc voilà. Donc la BD en soi est sympa à lire, mais effectivement, c'est pas quelque chose que moi j'irais chercher, et ça c'est très différent. Je comprends ce que Cheyenne dit par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, mais non, ça me choque pas parce qu'effectivement, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que des BD de ce style-là, il y en avait plein. Il y en avait vraiment plein à l'époque, donc c'est pas du tout choquant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hormis ça, moi je préfère Bob et Bobette. Parce qu'au niveau historique... C'est vrai qu'on aurait pu prendre, ouais. vu les 125 000 Bob et Bobette qui existent, il y en a bien Il y quelques-uns sur la Renaissance. Il y en a sur la Renaissance, et les femmes ne sont pas à poil dans Bob et Bobette. Alors c'est un peu certes une très déception. mal écrit, Alors pour le coup, les hommes non plus. les hommes non plus. Hein. Ah, mais dans Malfos, les hommes ne sont pas à poil non plus, t'inquiète. Eh ben oui, ben c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein. Mais ici non, il y a ni l'un ni l'autre, mais voilà, dans les Bob et Bobette, il y a aussi des BD que moi j'ai lu plus jeune, qui parlaient un peu de cette période-là et qui m'avaient bien plu. Et d'ailleurs, de Willy Vandersteen, tu as aussi une BD sur Till Spiegel et Lame Exactement. Gunzak. Ouais. Tu l'as lu aussi ? Oui. Bah écoute, j'en parlerai tout à l'heure plutôt dans la partie cinéma, justement. Ah, c'était prévu ? Non, mais moi je vais parler, Ok. j'ai envie de parler de Till Spiegel un peu plus tard. Donc ça il y avait tombe bien. quelques trucs sympas Mais dans Bob et Bobette. Sinon, ben voilà, peut-être que c'est une question générationnelle ou quoi, mais effectivement, moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur cette BD. Je la trouve pas exceptionnelle, mais voilà, c'est moi qui l'ai amenée dans les propositions. Pourquoi ? Ben, parce que mon père possédait cette BD, je l'ai lue très très jeune. Et je l'avais en mémoire, donc je l'ai proposé. Effectivement, il n'y avait que 5 tomes chez mon père, je ne savais pas qu'il y en avait 24. Et je n'ai pas lu les 24 cette fois-ci, contrairement au podcast précédent, je n'ai pas tout lu. Je me suis contenté de 2 tomes. Cette fois-ci, et voilà, c'était très bien. Mais comme a dit Cheyenne, c'est assez compliqué à lire, ne fût-ce que par la compréhension de l'histoire, qui est déjà une période historique. On le verra aussi en partie cinéma, où il y a un film plus ou moins de la même période. C'est assez compliqué, cette période historique, à comprendre. Et aussi grâce à ce vocabulaire. Mais contrairement à ce qu'a dit Cheyenne, moi je trouve que justement le vocabulaire, c'est ce que j'ai aimé dans cette BD. Justement, d'avoir un vocabulaire différent et de se mettre au défi d'essayer de comprendre. Je trouve que ça fait l'originalité de cette BD. Mais de toute façon, Cheyenne, elle a acheté les 24 tomes, donc d'office chez elle, elle les a maintenant, elle peut les regarder tous les jours. Pour les brûler. Est-ce que maintenant, sérieusement, vous avez compris quelque chose à cet album, en fait ? J'ai compris des j'ai choses parce rien que c'est pigé. comme on se l'est dit avant de commencer le podcast, c'est une période historique que j'ai un peu essayé de décortiquer, mais c'est très compliqué, effectivement. Heureusement qu'il y avait des images. Ah Oui, c'est le principe d'une BD, Olivier, merci. Ouais. Mais par contre, Loïc, tu passes cet aspect sous silence, mais je pense que tu as aussi un aspect le plus personnel d'attachement avec les chemins de Malfos. Je l'attendais impatiemment que tu Oui, me pareil, refasses c'est la écrit, remarque. c'est écrit dans la ligne directrice du podcast. J'ai eu le exactement. malheur en réunion de préparation d'avouer Il qu'effectivement... y a aussi des dessins d'ailleurs. Qu'effectivement, les dessins avaient quelque chose de plus personnel, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était des BD que mon père possédait, et on va dire que ce soit peut-être un peu les premiers émois de Femmes Nues. Quand j'étais jeune, c'était les BD de mon père, dont celle-ci. Et j'ai toujours dit que c'était mieux que le catalogue 3 Suisses. C'est donc ça que vous faisiez avant l'invention de la télévision. Super, merci Olivier. J'ai l'impression qu'on gagne 10 ans à chaque podcast, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, je pense que les avis sont quand même En assez... même temps, Olivier l'a dessiné sur ses bras, donc Oui, c'est vrai. Et pas très bien. je sais pas le Je dire. le vois, il a dépassé. Parfois, il a colorié aussi. Ça dépend.
Ça dépend de son humeur. Vérifie si ça s'efface. J'ai jamais été très bon pour rester dans les cases. Attends, je frotte. Enfin voilà, j'ai voulu la proposer. Et puis c'est intéressant aussi parfois dans le podcast de ne pas avoir que des choses qui nous enthousiasment énormément. C'est bien aussi de revoir un peu des BD parfois un peu oubliées et parfois en dire du mal. Bon, je vous propose de passer sur une BD diamétralement très opposée à celle dont on vient de parler. Il s'agira donc de Podum d'Hubert et de Zanzim. Alors, le résumé. Pendant la Renaissance en Italie, Bianca, fille de bonne famille, est promise à Giovanni, un jeune et beau marchand. Cependant, comme il est coutume à cette époque, ce sont les parents qui décident de l'identité du futur époux. Tout se serait passé sûrement sans accroc si Bianca ne s'était pas vu révéler un secret familial transmis depuis des générations par les femmes. Elle a hérité d'une peau d'homme qui lui permettrait de devenir un homme appelé Lorenzo quand elle l'enfile. Elle va ainsi explorer le monde des hommes et découvre que Giovanni est homosexuel. Lorenzo et Giovanni deviennent amants alors que Giovanni ignore que Lorenzo est Bianca. Alors moi j'ai bien aimé Peau d'homme. Ah, c'est déjà un bon point. J'ai bien aimé. Alors pour moi tout est réussi dans cet ouvrage, le propos, donc c'est-à-dire cette critique fine du genre, de l'identité et du désir. Cette peau d'homme que Bianca revêt pour découvrir les secrets des hommes et la critique des conventions sociales aussi actuelles et l'hypocrisie qui en découle parfois. Et même jusqu'au titre, qui en résume parfaitement les grandes lignes de cet ouvrage. Donc je trouve que c'est un ouvrage très travaillé, de même que les dessins, puisque les dessins sont agréables à regarder et en fait font suivre l'histoire aussi. Donc c'est-à-dire autant sur le dessin que les couleurs qui sont savamment choisies et les scènes de nudité sont rares et sont non grivoises. Et la manière de présenter les corps, donc entre Bianca et Lorenzo, la posture est différente, comme quoi l'identité est une construction. Et enfin, le choix de la narration visuelle où l'on voit un personnage effectuer plusieurs actions dans un même grand décor, sans case de séparation, et ce qui donne un rythme plus fluide et chorégraphique au récit. C'est tout ça que j'ai aimé, Loïc. Eh ben c'est super. Voilà. Olivier ? J'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que le parti pris de base ici est totalement assumé, donc je le trouve très pertinent justement dans la manière dont le sujet est traité. On en parlera avec la prochaine œuvre Artemisia. Je trouve que le dessin est moins dérangeant parce qu'il y a vraiment cette notion dans le dessin de mouvement qu'on retrouve un peu moins dans le suivant. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment bon. La seule partie que je trouvais un peu plus dommage, c'est qu'il y a deux personnages vraiment qui sont hyper stéréotypés. À l'opposé en fait, et je pense que c'est voulu. C'est le frère, donc frère Angelo, qui est un peu le stéréotype total de l'illuminé religieux qui doit sûrement être refoulé. Je suis d'accord, mais je pense qu'on en parlera niveau. après, mais il est nécessaire pour le message qu'ils veulent faire passer. Oui, je suis d'accord, mais en fait, je trouve que au milieu d'une fresque de personnages qui ont tous leur complexité et qui ont tous une personnalité que je trouve vraiment très très bien développée, lui fait un peu tâche à ce niveau. Oui, t'aurais aimé qu'ils soient un peu plus complexes et qu'ils ne servent justement pas qu'à l'histoire. C'est ça, en fait, il ne sert qu'à ça. Et alors, je trouve aussi, ça c'est mon point de vue personnel, l'héroïne, et en fait, c'est l'opposé du stéréotype, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun défaut. Totalement, elle est compréhensive à tous les niveaux, elle est à l'écoute de ses émotions, même quand elle ressent de la jalousie envers son mari, elle a la maturité et l'intelligence émotionnelle pour lui en parler, pour pouvoir analyser ses sentiments, tout. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui a suivi 15 ans de thérapie, qui est au sommet de son état psychologique, quoi, tu vois. Mais donc, je la trouve un petit peu surfaite, c'est un peu une sorte de surmoi de la BD, et qui fait qu'elle se place vraiment au-dessus de tous les personnages dans un côté que je retrouvais peut-être plus intéressant d'avoir un petit peu plus de rugosité dans le personnage. D'accord. Si je me trompe pas, c'est Cheyenne qui avait un petit peu moins aimé. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai quelques réserves. Après du coup c'est moi qui ai proposé cette BD que tout le monde a l'air d'apprécier, je tiens quand même à le dire. Oui, mais c'est bon. toi qui apprécie, c'est toi qui as des réserves dessus justement. Non, en fait j'ai quelques petites réserves qui... En fait Podum c'est vraiment... Ça a été un gros succès quand moi je bossais en librairie, et donc j'avais énormément d'attentes, et quand t'as généralement beaucoup d'attentes sur une œuvre, souvent t'es un petit peu déçu. Moi je trouve que c'est une très très bonne bande dessinée. Sur plein d'aspects, et là où j'ai des petites réserves, moi par exemple les dessins je les trouve très efficaces, et effectivement ils sont dynamiques, expressifs. Moi je les trouve un petit peu moins séduisants, mais ça n'empêche que ça fonctionne très bien.
Je trouve aussi que l'idée est géniale. Enfin, c'est une bande dessinée qui est très bien pensée. Donc, s'approprier un conte Peau d'âne qui objectifie la femme et banalise l'inceste pour en faire quelque chose de plus actuel, moi je suis complètement pour. Je trouve que ça parvient à aborder la question de l'homosexualité et de l'identité de genre d'une manière qui est ludique et astucieuse. Et qu'en plus, du coup, ça transpose des sujets d'actualité dans une époque passée. Donc tout ça, je trouve que c'est vraiment bien. Mais je trouve que du coup, ça joue aussi un petit peu sur la bande dessinée à concept, donc qui se repose aussi sur une idée qui est effectivement très bien, mais qui du coup se repose beaucoup sur son concept. Mais sinon, de manière générale, moi j'ai trouvé que c'était une bande dessinée qui est fluide, qui est intelligente, qui est agréable à lire. Et pour moi, c'est le principal et j'ai passé un super moment, quoi. Et alors, petite info, pour le moment, il y aurait une adaptation cinématographique en cours. En tout cas, j'ai pas eu plus d'infos qu'un début de casting. Il y aurait dedans Pomme, Eddie de Pretto et Catherine Deneuve. Ce qui est très sympa, puisque Catherine Deneuve était celle qui jouait justement Peau d'âne dans le film des années 60 ou 70, je ne sais plus trop. Bon, je vous propose de passer donc à une autre proposition de Cheyenne. C'est toi qui as proposé les 2 romans graphiques. Cette fois, il s'agit de Artemisia, de Nathalie Ferlu et Tamia Baudouin. Alors, lorsque Artemisia Gentileschi pousse son premier cri, le Caravage commence à développer son art magnifiquement ténébreux. La peinture est alors un art réservé aux hommes. Une femme ne peut ni entrer à l'académie, ni signer ses toiles, ni être payée pour elle. C'est pourtant ce qu'elle va faire. Sa force lui permettra de triompher de tout et de tous et de révéler au monde une peinture dont la puissance n'a rien à envier à celle des hommes. Mathieu, je sens que depuis tout à l'heure tu as envie de parler, je t'en prie, vas-y, lâche-toi. Oui. Après, j'ai pas détesté la BD. Tu vois, donc c'est mi-figue, mi-raisin. Hein, c'est-à-dire que je distingue l'histoire du dessin. Alors l'histoire, elle est sympa. Déjà, moi j'ai totalement découvert Artemisia Gentileschi ou Chi, je ne sais pas comment on dit. Gentileschi, je pense. Gentileschi. Et voilà, donc ce qui pour moi, dans toute l'histoire qu'on nous présente là, c'est intéressant dans le sens où on découvre une femme que je pense, alors déjà moi, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça faisait partie des femmes qui étaient oubliées par l'histoire. Déjà en ça, je trouve que la bande dessinée est utile et elle est agréable à lire. Par contre, le dessin, alors ça, moi, j'ai pas compris. Hein. Alors, au départ, j'ai vu des têtes réduites, puis des bras mal proportionnés, des têtes de Jivaro, et puis des bras mal proportionnés. Les corps aussi, d'ailleurs, quand tu as des gros plans. Pas des gros plans, des arrière-plans. C'est horrible, hein. C'est vraiment, c'est dégueulasse, hein. Et alors, je me suis dit, Artemisia, elle faisait pareil. Elle dessinait de la même manière. Ah non, et c'est pour ça qu'on l'a oublié, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Elle dessinait pas comme ça. Et donc voilà, donc une bande dessinée dont le dessin et les couleurs me rebutent, forcément c'est compliqué un peu pour moi de regarder ça. Et donc, à la place, j'aurais préféré lire un bouquin sur son histoire que lire cette BD. Écoute, je me suis posé la même question que toi par rapport au dessin. J'ai vraiment eu tout le long de l'histoire cette impression qu'on essayait de faire une BD très réaliste, mais que la personne, elle ne savait pas dessiner. Voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est pas possible. Il doit avoir un parti pris, mais je l'ai pas compris. Non, moi je suis passé à côté. Je suis désolé pour la personne qui a dessiné cet ouvrage. Mais je suis passé à côté. Et comme toi, heureusement qu'il y avait l'histoire qui m'a passionné. Après, j'ai passé 2 heures à lire tout ce qu'il y avait sur Artemisia, d'aller consulter sur Google Images toutes ses peintures pour voir vraiment ce qu'elle faisait. C'est fantastique, quoi. Et puis, tu n'en as pas parlé, mais il y a toute cette histoire de procès Bourviol qui a eu lieu, dont on a encore les archives de ce qui a été dit pendant le procès. Donc, il y a pas mal d'articles sur Internet qui donnent des citations de ce procès. Enfin, c'est vraiment passionnant. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne essentielle de l'art de la Renaissance, une femme essentielle de l'art de la Renaissance, et qu'il y a eu un moment où elle a été oubliée. Ça, c'est sûr, comme beaucoup de femmes talentueuses à travers le temps. Mais bon, ça fait quand même un petit temps qu'on l'a remis au goût du jour, et puis les œuvres existent toujours. Donc, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir connu avant cette peintre. Et en ça, je remercie quand même énormément cette BD de me l'avoir fait découvrir.
Oui, En fait. et Cheyenne qui nous l'a Et fait merci découvrir. Cheyenne. Oui, voilà, c'est ça, Ah parce ouais, que moi parce je ne que- connaissais pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce que c'est moche, hein. Mais Cheyenne, vas-y, ne t'es le J'aurais J'aurais saviez préféré pas. les moche. chevins de Malfoy, les 24 tomes. Eh Ah, c'est ben, moins au moins moche. c'était, voilà, c'est ça. Au moins c'était Moi, je proportionné, vous les rejoins pas. Moi, seins. je les- vous rejoins Ah ben pas. ça tombe bien, Vous ne le vas-y alors, saviez pas, dis-nous mais c'est pourquoi tu nous Cheyenne qui rejoins a pas. dessiné la BD, en fait. Et voilà, C'est un moi. pseudonyme, ouais. Vous me détruisez là, vous me fendez le cœur. Vas-y Cheyenne, Non, explique-toi mais, alors pourquoi tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord sur le dessin. Enfin, de manière générale, moi, j'ai assez bien aimé Artemisia, mais pareil, j'ai quelques réserves. Moi, j'ai pas trouvé ça moche le dessin. Personnellement, je trouvais que c'était un parti pris, justement, d'être pas forcément dans quelque chose de réaliste, qui exploite un style de dessin qui peut-être n'est pas au goût de tout le monde, mais qui en tout cas a le Ah mais on est d'accord, mais par l'honneur exemple, d'exister, quoi. on a parlé tout à l'heure, Le mérite Podum, d'exister. c'est pas du tout un dessin réaliste, mais au moins c'est cohérent. Ouais, Ici, exactement, j'ai l'impression que c'est proportionné pas aussi. cohérent. Pour moi, c'était cohérent. Mais moi, le problème que j'ai avec ce style-là, c'est pas tellement l'incohérence, parce que je trouve que tout du long, on sent sa patte, on sent qu'il y a quelque chose de singulier, ou en tout cas, on sent qu'il y a une volonté. Mais moi, ce qui m'a moins parlé dans le dessin, c'est que je trouve qu'en fait, il y a quelque chose de très pictural. Et d'ailleurs, quand on a vu l'expo, Loïc, tu as dit, ah tiens, ça me fait parfois un peu penser à un Ouais. style qui pourrait se retrouver dans la bande dessinée d'Artemisia. Donc, j'ai l'impression que dans le dessin, il y a eu de la recherche pour pouvoir coller au style de la Renaissance. C'est pour ça que je me suis Et défendu juste aussi ici le en sujet. disant qu'il y a un parti pris que je n'ai pas compris. C'est ça. Et donc, je pense que le parti pris il existe. Moi, là où j'ai un souci avec le dessin, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment très, très figés. Il n'y a aucune fluidité dans la manière dont on lit l'ouvrage. Il y a quelque chose de très statique. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'avais du mal à vraiment m'engager dans l'histoire, parce qu'une histoire qui bouge pas assez en termes de dessin, dans lequel il n'y a pas assez de mouvement, bah, c'est une histoire dans laquelle tu t'engages aussi moins. Après, pour moi, l'histoire, pareil, j'ai été séduite. Et moi, je voulais juste rebondir aussi par rapport à ce que Olivier a dit pour Podum sur les personnages. Moi, je trouvais que justement, Artemisia, il y avait une belle construction dans les personnages. Je les trouvais pas du tout. Je les trouvais assez complexes. Il y avait pas mal de. En fait, ils étaient imprévisibles dans leurs actions. Et Et puis c'est des ça, personnages qui existent aussi. oui, peut-être que ça a aidé Ça hein, aide à bien beaucoup. les écrire, mais je trouve qu'ils étaient bien écrits, ou en tout cas ils étaient bien restitués. Et donc voilà, moi peut-être le seul bémol, c'est effectivement l'expressivité dans le dessin. Je pense que ça aurait pu être quelque chose de mieux travaillé. Voilà, mais je vais quand même laisser Olivier nous dire nous dire un avis sur cette BD. Non, je vous rejoins. Tu as rien Pas d'autre de grand- plus à rajouter Pas grand chose. Je suis totalement d'accord avec Cheyenne. J'ai trouvé que les personnages étaient beaucoup plus recherchés ici dans leur construction, et notamment la relation père-fille qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, dans la BD. Je vous rejoins, Mathieu et Loïc, au niveau du dessin qui m'a un peu plus dérangé. Et comme je disais, c'était surtout l'absence de mouvement dans le dessin que je trouvais un peu plus dérangeante à ce niveau. Mais sinon, oui, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas forcément une BD que je vais garder, quoi. Donc nous avons fait le tour des 3 BD que nous avions choisis. Je pense que vous savez ce qui va vous attendre. C'est le Moi, je pense moment qu'un du... C'est le moment du qu'est-ce que Oui, c'est bonjour, enfin je peux parler. C'est toi qui as voulu ne pas parler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire que en faisant tout, en regardant les livres et tout ça, en se replongeant sur toute cette période, je me suis rappelé qu'il y avait un livre que j'avais lu il y a très longtemps qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation, qui parle du traité de paix de Saint-Germain-en-Laye, donc de toute la négociation entre les protestants et les catholiques. Ah oui, donc à ce c'est moment-là. entre l'amiral de Coligny, De Coligny, ouais. de Coligny, pardon, et Et Charles IX. Charles IX. Mais Voilà. en tout cas, là, c'est juste comment ils ont négocié ça. Et c'est Francis Walder, qui est un auteur belge, qui de base était militaire, qui a participé aux négociations post-Seconde Guerre mondiale, qui a écrit ça. Et c'est vraiment genre apprendre à négocier pour les nuls. C'est assez Ok. rigolo, toutes les techniques de négociation. Et c'est fait dans un cadre assez divertissant. C'est hyper chouette, hyper facile à lire. Donc C'est intriguant comme livre. Hein. je conseille fortement. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les dates avec le « Qu'est-ce que c'est la date Ça j'aime. Alors le principe est simple, je vous donne un nom et vous me donnez la date à laquelle cette chose a rené. Oh là là. Bon, je suppose que c'est des dates connues et faciles. A rené. La Renaissance, on renaît. On naît, et quand on naît une deuxième fois, on renaît. Tu as un exemple? On va Eh, faire James le premier. Bond, Allez. on ne vit que 2 fois. Et alors, je dis bien que je veux une date, c'est-à-dire une année. C'est l'année où cette chose renaquit. Genre la carrière de Céline Dion 2026. Genre les Jeux Olympiques. Des trucs comme ça. voilà. Laissez-vous faire, je sens que ce sera... on va comprendre quand on va jouer. On va commencer avec le plus connu de tout, Jésus. 32. 33, c'est pas 33 Entre 30 et 33.
parce que le mec, on sait pas trop quand il est né. Il est né entre -7 et -5. Enfin, c'est le bordel. Mais en tout cas, j'accepte la réponse 32 d'Olivier. Il est né entre Yes, -5 et -7 avant lui-même. Avant lui-même. Ok, c'était ça que je voulais bien conceptualiser. Ah non, mais il est fort. Hein. Il est antérieur à lui-même. Ensuite, Twin Peaks. 2012. 2016, 2015, 2018. 2020. 2014. Alors, 2017. dans ce cas-là, ce qu'on va C'est 2021. faire, alors, ce qu'on va faire, on va faire une réponse chacun, et s'il n'y a pas la bonne réponse, on prendra la réponse la plus proche. Ok. Et du coup, dans les premières réponses, c'était Cheyenne, pardon, la plus proche, avec 2016, parce que c'était 2017. Ah oui, j'ai dit 2015. Beyoncé. Ah oui, ça va. Et après, Beyoncé. 2009. 2007. 2003. 2007. Rien, 2008. Le placement tactique. Eh ben non, c'était 2022 avec son album Renaissance. Ah bah voilà. Je croyais que tu C'est moi qui parlais ai de le sa plus proche, alors. jonction entre Vous avez les dit quoi? J'avais dit Destiny 2009. Child et sa carrière solo, en fait. Eh Ah ben ouais, non, bah c'est c'était ça, pas je ça la moi, je Renaissance, partais c'était là-dessus. l'album de Beyoncé. Moi, j'avais Et pas la compris. deuxième fois pour Olivier. Et quoi, Beyoncé était dans les Destiny Child? Ah bah oui, c'est la leaduse de Destiny savais Child. pas. Ah bah, Et Mathieu, tu sors d'où? Hein? Un C'est- podcast culturel. Ensuite, on continue avec Terrence Malick. 2012. Merde, c'est la sortie de Shakespeare in Love. Ah. Bah, j'ai alors, mais. Terrence Ok, Malick, je peux donner- Shakespeare je in peux Love. donner- Je peux donner une t'expliquerai autre après. réponse. 1996. 98, 98 pour Alan. Oui, Non. 98. Moi je Non, dis non, 96. 99, Ouais, 99. Moi, je dis. C'est 97, 98 ou Moi je dis 99. 96. Eh ben 98. Mais Voilà. alors, je crois qu'on parle pas de la même chose. Si, Ok. Terrence Malick, en fait, c'est pourquoi? Parce que j'ai regardé les Oscars de cette année-là et Shakespeare in Love a gagné l'Oscar du meilleur film face à La Ligne Rouge, Ah, qui était le oui. premier film de Terrence Malick depuis 25 ans où il avait fait Les Moissons du C'est ciel. ça, et Ce depuis que 20 ans, personne c'est une n'a des compris. plus grandes pauses en ciné qu'on ait Voilà, jamais bah, vues. ça m'a fait plaisir de vous faire gagner un point à tout le monde. Eh bien, moi, j'avais Fraude compris Loïc. cinématographique. Voilà. Dedans, je vous ai mis un point à tous les deux pour la bonne année 98. Ah, j'ai un Ensuite- point grâce à ça quand même. Bah ouais. Ah oui, Eh, je croyais que je l'avais On a surtout tous donné un aux point, autres. là. ah bah non, pourquoi Mais non, Toi, on t'as a rien tous dit, un toi. point, Non, moi j'en ai deux. Là, ouais, Olivier, il a 2 points. Peut-être vers le micro, Chegan. Rappelle-toi, le coup du podcast, c'est de parler vers le micro. Ensuite, on enchaîne avec un sujet un peu plus pointu, l'hébreu. Quand est-ce que l'hébreu a renaquit? 1930, dans les années 30 ou début 20e. Ok, 1930 par là. Moi je connais la bœuf, mais l'hébreu, je connais pas. ouais. 661. Comment? En 661. En 661. Ouais. Alors, à mon avis, c'est peut-être avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est parce que, vous voyez, comment on appelle ça, le yiddish. C'est le yiddish qui a peut-être fait renaître l'hébreu. Non. Moi je dirais, allez, bah je vais donner 1247. Ah, je veux ou dire- alors tu veux parler plutôt Moi, je de veux dire l'État 48, d'Israël. ouais, c'est ça, l'État d'Israël, 48. 1948. Ouais. Eh bien, c'est 1881. C'est la date qui est communément prise parce qu'en fait, l'hébreu était parlé. Puis, il est tombé en désuétude avec l'utilisation du yiddish et toutes ces choses comme ça. Et c'est à partir de 1881 et l'action d'un monsieur qui s'appelle Ben Yehuda et qui a fait la première aliyah, donc c'est-à-dire le retour en Palestine de tous les personnes juives. Ok. Et du coup, il a commencé à ça et ça a commencé à se répandre de Ah, manière donc, dans sociale ma en logique avec 82. le yiddish et tout, j'avais un peu ça. Dans... Bah, c'est la rupture avec Ouais, le yiddish. c'est ça. Surtout. Ok. Mais donc, le plus près, c'était Loïc. Donc, Ah, un deuxième bah, tiens. point pour Loïc. Oui, 600 ouais, c'était un peu. Je me suis dit, tu vois, il y a les gires. Ouais. Je me suis dit, bah, par jalousie, ils ont fait l'autre. Tu vois, c'est comme ça que je me suis. C'est pas du tout dans ce temps-là. Et puis Moïse. Non. Ensuite, on continue avec un sujet tout aussi sérieux que l'hébreu, la renaissance de la Starac. 2024. Non, non. 2021. Attends. Attends, la première renaissance ou la deuxième renaissance? La vraie renaissance. Parce qu'il y a eu une première renaissance qui n'a pas fonctionné. Voilà. 2 ans, 3 ans après, ils ont fait la vraie. Moi, C'est ça que je parle dis de la, 2024. la vraie renaissance. 2022. Non, moi je dirais 2022 aussi. C'est. Putain, ma mère est hyper fan. Je crois que c'est 2021, moi, je veux dire. C'est 2022. Ah. Après, certes, une saison qui s'est un peu perdue. Kawabunga, Olivier. Il y a une saison après la fin en 2008. On est d'accord, il y a eu cette. Il y a eu une saison en 2012 sur Énergie 12 qui a été très vite abandonnée et depuis 2022 on se farcit à nouveau Mais- Nikos Aliagas et c'est loup. Mais dans mes souvenirs, 2022, ça n'a pas hyper bien fonctionné. Il y a eu une rupture entre les deux, non?
C'est pour ça que j'ai dit Non, 2024. depuis 2022, il y a tous les ans, ça Ok. a repopé. Bon, après, je suis pas assez intéressé par la Starac pour vraiment être sûr de moi. Donc, Il je laisse. reste quelques questions quand même. La renaissance de Yannick Noah. Où tu sais, les lions. On va dire en chanson, donc, Ouais. 2001. Ouais, moi je dirais 2003. 2012. Ouais, moi je dirais 2010. 2001 pour Simon Papatara. 1991. Oh merde. En fait, il a commencé. Mais non, il y a Saga Africa. Saga Oh. Africa, c'est 91. Et en fait, c'est juste après. Il a arrêté sa carrière en 90. Il a recommencé la chanson en 91. J'ai oublié, Hyper rapide. j'ai oublié Saga Africa. Donc, mais c'est quand même toi qui as le point parce que je crois que c'est Ouais, toi le plus 2001, près. ouais. Mais en fait, 2001, il y a Simon Papatara, où là, il a vraiment sa carrière de chanteur qui débute. Puisque après Saga Africa, ça fait rire tout le monde, mais il n'est pas vraiment dans une carrière de chanteur totale. Certes, mais moi, je considère que c'est 91. Ça va, mais tant que j'ai le point, je suis d'accord. Alors là, normalement, je veux un sans faute. La renaissance des JO. 1896. 1896. Je l'ai dit Moi je avant. dis la même chose. Mais t'es- Du coup, ils ont l'air tellement certains. Moi, je vais quand même dire 1900 parce qu'il y a peut-être un peu de retard. 1896, effectivement. On remarque avec ceux qui les- n'étaient pas là au podcast sur les JO et ceux qui étaient là. Voilà. Et ceux qui copient ceux qui étaient là. Très bonne technique. Ensuite, la renaissance de Vilnius comme capitale de la Lituanie. Je savais même pas que Vilnius 1991. n'avait 1991, ok. Ouais, bah oui, en fait, 1991, oui. Je savais même pas Ouais, que- moi je dirais aussi. Ah oui, d'accord. Après J'allais dire, je le comprends pas pourquoi Vilnius a l'effondrement du changé mur de Berlin, capitale. Mais oui, 91. Mais je vais dire 90, histoire de changer. quoi. Moi je veux dire 91 aussi. 1939. Ah oh, putain, c'est encore l'autre qui a le point, quoi. En fait, après, la Lituanie est née dans les années 10, je crois, un truc comme ça. Ils avaient Vilnius comme capitale, puis la Pologne a envahi la Lituanie pendant près de 20 ans, donc jusqu'en 1930. ok. Donc ma logique était 39. bonne, c'était pas le URSS. Et l'URSS a repris la Pologne et la Lituanie et a rendu cette partie-là à la Lituanie. Oui, puisque dans l'URSS, les Oui. États étaient quand même en C'était partie des républiques indépendants, oui. soviétiques. Et du coup, c'était 1930. Et comment t'as eu l'idée de faire cette question-là du coup? Ben, j'ai cherché des villes qui étaient devenues, qui étaient des capitales, qui avaient perdu leur statut de capitale et qui étaient redevenues des capitales après. Et parce qu'il y en a qui le perdent, mais ils le retrouvent pas. Oui, voilà. Genre Cracovie en Pologne, pour rester dans la même région. Et là, ben, Saint-Pétersbourg. Vilnius, c'est un peu le Saint-Pétersbourg trou aussi. quoi. Quoique c'est quand même un Saint-Pétersbourg, point ça a bougé, non? pour Loïc. Ça a changé de nom tous les 10 ans, suivant le dirigeant. Mais Saint-Pétersbourg n'est pas revenu capitale. Non, non. Oui, putain, voilà. C'est ce qu'on se disait. C'est la dernière question et bon. De toute façon, j'ai explosé Cheyenne, tout le monde, non Yann et Mathieu sont un peu à la bourre, non? Olivier Je a suis à 4 un point. points et tu as 5 points. Quoi? Donc Olivier peut égaliser Allez. sur Georges Foreman. C'est qui George Foreman encore? Moi, je connais Milos Forman, mais... Ah, personne qui connaît Georges J'ai déjà Foreman? entendu ce nom-là, mais je ne sais plus. C'est un boxeur américain. Ah, c'est Ah ça, oui, mais moi- celui qui s'est battu contre l'autre. Ça doit Celui qui est plus dater, c'est connu. Mohamed Ali et tout. Oui, cette c'est période-là ça. ou pas du tout? Je pense que c'est Il y a l'adversaire de Mohamed Ali dans Ouais. le fameux combat. Ah, il dit 63. 65. Moi, je dirais 69. Moi je dirais 62. 87. Oh, c'est moi. Oh non! Il avait quel âge? Non! Eh ben en fait, il a combattu jusque dans les années 70, quelque chose comme ça, et il s'est arrêté après avoir perdu son titre, entre autres, après quelques combats perdus, mais il a perdu son titre contre Mohamed Ali. Il s'est arrêté, il a arrêté la boxe pendant 10 ans. Et il est devenu pasteur. Ah mais oui, on est complètement con, on a oublié le thème de la question, c'est la Renaissance. Renaissance. On a donné l'époque où il combattait, mais C'est pas vrai. l'époque où il est rené. C'est vrai, mais à côté de ça, il y a quand même un grand gap. entre Par les contre, c'est deux. un gros gap, ouais. Et en fait, il a arrêté pendant 10 ans, et puis il a repris des combats, et il est redevenu champion du monde quasiment 20 ans après l'avoir été pour la première fois à 45 balais. C'est 45 c'est ans, comme ok. Rocky. Ah ouais. Et du coup, c'est un point pour Olivier. Et du coup, on a une égalité entre Olivier et Loïc pour le Qu'est-ce que c'est la date. Et merci, Alan. Et nous allons maintenant passer à la partie cinéma. Donc, nous allons maintenant passer au premier film. Il s'agit des Aventures de Philibert, capitaine Puceau, réalisé par Sylvain Fusé. Donc, pour le résumer, nous allons commencer notre exploration avec un film qui se déroule au milieu du XVIe siècle. Nous allons suivre le parcours de Philibert, qui a été élevé en Bretagne par un cultivateur d'artichauts, dont il a toujours cru qu'il était le fils. Fervent croyant, loyal et idéaliste,
Philibert se pense guidé par Dieu, ne voit le mal nulle part et a décidé de conserver sa virginité pour la femme de sa vie. Mais un jour, sur son lit de mort, son père adoptif lui révèle la vérité. Il a été adopté et son vrai père était un comte assassiné. Pour le reste, la chanson du film résumera l'intrigue bien mieux que moi. Plaisir de Sainte-Avoise, par très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Vivance c'est son courage, grandiose est sa cause. Étriper le vilain, pour Guillon à la rose. Oyez, oyez. D'un bas breton couteau, il a fait son valet. Sans peur, il poursuit sa noble destinée. Il délivre une belle des griffes de malandrin, et vie d'amour, de fougue, et de salade de groin. Oyez, oyez. Voilà, après cette jolie petite chanson qui m'a bien enthousiasmé, je vais laisser la parole à Mathieu. C'est moi. On sait, Mathieu. C'est toi. Alors moi j'ai bien aimé ce long métrage. Déjà je connaissais pas. Loïc, tu m'as fait découvrir ce film alors que globalement c'est le genre de film qu'on peut regarder toi et moi. Ouais, mais ça fait partie des petites pépites que j'aime bien Ouais, ressortir tout à quand fait. je cherche un film un peu. Je n'avais jamais entendu parler de ce film et moi j'ai bien aimé. Alors c'est une référence au film de KPDP, évidemment, des années 50, que nous regardions encore, Loïc, toi et moi, puisque le chêne va encore dire qu'on est vieux. Hein, Jean Marais, les années avec 50. Jean Marais. D'ailleurs, on revient à Peau d'âne, dont on parlait tout à l'heure. Les Belges parlent au belge. Voilà. Ici, Radio Bruxelles. Alors, j'avais moi-même regardé petit des films comme Le Capitaine ou Le Capitaine Fracasse. Je suppose que... Les Trois Mousquetaires aussi. Est-ce que Cheyenne, toi, tu as vu Le Capitaine Fracasse ou Le Capitaine? Non, moi je suis trop jeune pour ça. Ça ne m'étonne même pas. Les Mais Trois tu sais que moi Mousquetaires aussi, je suis avec trop jeune Bourvil. pour ça. Avec Bourvil aussi. Bah oui, bien Et sûr. c'est le Capitaine ou il y a aussi Bourvil, je pense, dedans? Je sais Oui, plus. oui. Il y en a oui, deux oui, comme ça oui. que je regardais beaucoup. Mais moi, c'est surtout Oui, Bourvil. oui. Plus que Jean Marais qui me donnait envie. Alors, on y retrouve l'irréalisme des combats, la légèreté des décors, les discours faussement héroïques, le côté très macho, etc. Donc, la performance de Jérémy Régnier est à mes yeux excellente. Excellente. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de comédie, puisque dans ce rôle un peu de naïf, qu'il a aussi dans Dickeneck, dans un autre style, mais ce rôle de naïf, je trouve qu'il le tient très, très, Si tu très veux bien, bien. je me permets de le glisser là. Mais Ouais. donc, effectivement, c'est pas lui qui était prévu à la base dans le rôle. Ah, je ne savais pas. Au départ, c'était Jocelyn Kievrin. Ah oui, Celui qui est décédé. qui est décédé juste avant le début du tournage. Et quand on lui a proposé, il a d'abord refusé, disant qu'il voyait plutôt quelqu'un comme Jean Dujardin dans ce genre de rôle, puisqu'il avait fait OSS 117, c'est le même scénariste. Exactement, j'allais le dire après. Et donc, et au final, non, on lui a convaincu. Quelqu'un l'avait vu dans un film, c'était Oui femmes de François Ozon, je crois. Il n'y a pas d'homme dans Oui Femmes. Non, c'est pas Oui femmes. Alors, un film de François Ozon, je n'ai plus le C'est titre. 8 femmes et un homme. Non, où il était assez drôle et il lui a dit non, j'ai confiance en toi, tu pourrais être très drôle dans ce rôle. Et il a fini par l'accepter alors qu'il était peut-être le troisième choix. Ok, je ne le savais pas. Mais C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Je savais que, d'ailleurs j'ai noté son nom ici, que le scénariste c'était Jean-François Alain, Voilà. qui avait fait également OSS 117. Voilà, donc moi j'ai vraiment apprécié ce film, alors je ne sais pas l'expliquer surtout, parce que voilà, ça me fait rire, c'est comme ça. Mais j'ai tout de même un souci avec ça, c'est un peu sur sa longueur. C'est-à-dire tenir le rythme de cette comédie sur la longueur. Et donc si par exemple un sketch, parce que pour moi c'est plutôt un film à sketch, cette parodie, ben, ça m'aurait indéniablement fait rire. Un sketch de 10 minutes, j'aurais certainement rigolé. D'ailleurs j'ai rigolé, mais rire de ça pendant 1h30, c'est vrai que ça devient long. Et moi ce qui m'a le plus dérangé, et je pense que c'est un peu, parce qu'on en a parlé en off avec Olivier, c'est Alexandre Astier. Puisque moi je ne suis pas du tout un fan de Kaamelott, parce qu'évidemment, c'est pas de mon âge, Cheyenne. Mais voilà, mais pour moi il fait du Kaamelott, parce que j'ai quand même vu certains épisodes, et à un moment ça m'agace en fait de voir du Kaamelott pendant 1h30. En soi, globalement, j'ai bien aimé. Est-ce que j'en regarderai 15 à la semaine ? Probablement non. Est-ce que je regarderai celui-là ? Probablement oui. Combien de temps ? Peut-être en 10 fois. Comme ça, à chaque fois, je vais rigoler. D'accord. Olivier, tu veux rebondir à ça ?
J'ai beaucoup aimé, comme disait Mathieu aussi, ce côté drôle, dans un humour qu'on retrouve un petit peu dans Kaamelott, et effectivement, vous l'avez cité avec le scénariste de OSS 117. Je pense qu'il y a ce côté humour un peu beauf, enfin pas beauf, mais mascu, humour de mec, quoi, tu vois. Et ce qui peut participer, je pense, au fait que certaines personnes à cette table ont peut-être moins aimé effectivement ce film, mais je trouve vraiment oui effectivement c'est toi et je trouve que Jérémy Régnier est très très bon dedans. Et je trouve vraiment parfait. Je trouve Alexandre Astier excellent aussi, Manu Payet qui est aussi va dans un rôle de support vraiment parfait aussi. C'est pas le genre de comédie française que je vais remater des dizaines de fois et qui va devenir culte pour moi, mais par contre c'est vraiment le genre de comédie qui me fait passer un très chouette moment et qui passe vraiment genre j'ai pas vu le temps passer pendant que je l'ai vu, quoi. Donc vraiment chouette, une belle découverte. Après ces 3 interventions un petit peu dithyrambiques, on va peut-être passer à Cheyenne qui nous a fait clairement comprendre évidemment. qu'elle aimait moins. Donc, c'est étonnant. Non, mais c'est intéressant de savoir si, comme Mathieu l'a dit ou Olivier l'a dit, est-ce qu'il y a un côté peut-être humour un peu masculin qui t'a dérangé ou si c'est autre chose qui t'a dérangé? Je sais pas, en fait, moi j'ai pas forcément passé un moment de cinéma incroyable, quoi. Bon, je sais pas à quel point ça se dit sur un podcast, mais moi il faut savoir que j'avais une énorme gueule de bois ce jour-là. Et que du coup, Si on peut tout dire. Oui. autant vous dire que je n'avais pas la lumière à tous les étages. Mais du coup, le film a vraiment, même comme ça, le film m'a vraiment semblé d'une connerie abyssale, quoi. Donc c'est normal ça. Il n'a pas aimé la salade de coin. Mais après, c'est vrai que moi je suis peut-être pas forcément aussi familière de ce genre de film que Olivier ou que Loïc peuvent l'être, mais je suis pas non plus fermée à l'humour de l'absurde de manière générale. Enfin, comme toi tu disais que c'était quand même un humour qui revenait beaucoup dans Philibert, mais juste je pense que l'argument de l'absurdité ne peut pas servir à justifier qu'on fasse un mauvais film. Et pour moi, c'est vrai que moi j'ai pas trouvé ça drôle. Le second degré c'est un art et je trouve qu'il est pas forcément facile à maîtriser. Pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était leur cas. Ici, les seuls ressorts comiques que j'ai un peu notés, c'est l'exagération des poncifs du genre de film de Cap, comme on a dit, la naïveté du personnage principal et sa virginité. Et donc, en gros, j'ai eu un peu l'impression qu'on nous tapait une horde de très belles femmes qui sont littéralement aimantées par un puceau qui se dandine en legging. Et on espère que ça nous fera rire pendant 1h30. Et c'est vrai que je trouvais que c'était un petit peu pauvre. Ouais, non, je suis d'accord avec le truc de la durée. Bon, parodie, pastiche, co-caisse, je pense que c'est des différences ténues, mais surtout, en fait, c'est sympa de 10 minutes, mais 1h30 de pastiche, au bout d'un moment, je suis genre, ok, j'ai compris. Et surtout, c'est un pastiche d'un genre extrêmement désuet, qui est le film de KPDP, qui est peut-être un peu revenu là, avec les 2 adaptations de Dumas qu'on a eu l'année dernière et il y a 2 ans, mais qui est complètement oublié depuis 50 ans, même au bas mot 50 ans. Moi, c'est des films que j'ai pas vus. Et là, on pastiche, on parodie un truc que j'ai pas vu. Du coup, ça me parle pas. Et en plus, ça reprend tous les trucs un peu miso, macho, humour de garçon un peu gras. Donc, ça m'a fait sourire par moments, mais grand maximum, quoi. Ouais. Après, voilà, l'échec à l'époque du film, c'était ça. Hein. Les critiques étaient d'accord avec vous deux. Moi, j'ai lu un peu dans mes souvenirs une interview du réalisateur, ou en tout cas de ceux qui sont, et du scénariste, je pense, qui comprenait en fait ces critiques, mais qui disait que justement, il faisait exprès de jouer justement le pastiche de ces films. Effectivement, quand tu pastiches des films qui sont pas toujours très bons, tu peux devenir pas très bon. C'est un des arguments qu'un critique à un moment a noté aussi à l'époque. Pourquoi pas, mais voilà, je pense que nous trois, on est un peu sur la même longueur d'onde. C'est ça qui nous a plu. Et voilà, peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que c'était un pastiche d'un genre qui n'intéressait personne. Mais peut-être qu'il y a quand même certaines personnes que ça intéresse et que ça fait sourire. Et pour la longueur, moi je pense que c'est aussi un côté, il faut aimer l'humour de répétition. C'est tout de même parce que je pense qu'on est fan du humour de répétition. Il y a 2 sortes d'humour. Sauf, il y a, sauf moi, il y a 2 sortes d'humour dans le monde. Il y a l'humour de répétition et l'humour de répétition. Ouais, voilà. Et moi, j'aime bien l'humour de répétition. Et on regardera qu'Alan est mort de rire grâce à ma blague. Hein. Parce qu'il ne la connaissait pas. J'aime beaucoup. J'aime pas trop l'humour, enfin j'aime beaucoup l'humour de répétition justement, mais j'aime pas trop quand ça se répète par contre. Ça tu essayes de faire une contre-blague à la mienne, mais la mienne est meilleure. Non, mais c'est parce que je voulais la faire d'abord, mais tu m'as coupé la parole. J'ai fait exprès. Voilà, maintenant on va changer diamétralement de style. On va passer à La Reine Margot de Patrice Chéreau. Pour La Reine Margot, nous sommes en août 1572. Paris est en ébullition.
le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, s'apprête à épouser Marguerite de Valois, dite Margot. Elle est catholique, fille de l'ancienne reine Catherine de Médicis et la sœur de l'actuel roi Charles IX. C'est un mariage politique pour ménager le pape, la puissante Espagne et les États protestants. Les deux religions sont aussi présentes en France avec d'un côté la Ligue catholique menée par la famille de Guise et la faction protestante menée par l'amiral de Coligny. Les tensions amèneront 6 jours seulement après le mariage au massacre de la Saint-Barthélemy. Margot, tiraillée entre les deux camps, va tenter de garder son âme au milieu de l'enfer et entre son nouvel époux et son amant, l'Éraque de la Mole. Alors, qui vais-je désigner pour commencer? Est-ce qu'il y aurait un volontaire? Je pense que Cheyenne est volontaire. Cheyenne est volontaire. Cheyenne, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur la reine Margot? Incroyable. Il faut absolument le voir. Et maintenant, la vérité? C'était beau, c'était intense. Non, je ne l'ai pas vu. Super. Donc, on va peut-être passer à quelqu'un qui l'a vu. Ah, Mathieu, tu es volontaire. Je suis fier de toi, ouais. Mathieu. Moi, je l'ai vu. Donc, je l'ai allumé. Puis, j'ai vu, il y avait Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Luc Anglade. J'ai dit, c'est les 3 que j'aime pas. Jean-Luc, c'est ça. Tu vois, je l'aime tellement pas, je me trompe. Et je me suis dit, si j'aime pas, j'ai coupé. Donc, tu l'as pas vu? Ah non, du coup, je l'ai pas vu parce que c'est les 3 acteurs, justement, que j'aimais pas qui étaient réunis dans le même film. Et pourquoi tu les aimes pas? Tiens, dis-nous. Pourquoi tu n'aimes pas ces trois comédiens? Ah parce que Isabelle Adjani fait toujours du Isabelle Adjani. Et Daniel Auteuil, qu'est-ce qu'il fait? Toujours du Daniel Auteuil? Exactement, Loïc, tu vois. Et Jean-Luc Anglade, Ouais, tu connais poses la vraiment sa question. filmographie, hein, Jean-Luc Anglade? Vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Jean-Hugues. Jean-Hugues Anglade? Ouais. Il a joué dans 3 fauteuils. Tu l'as vu? Non. Ah c'est bien, t'as raté quelque chose. 37 de le matin. Ouais, 37,2 le matin, exactement. Il a 38,4 le soir. 10 de tension le samedi. Et voilà. Bon, il a rien fait d'autre, le reste c'était du théâtre. Nikita, et comme c'était loin, c'était à Paris, j'y habitais pas, donc j'ai pas été. Nikita, il joue dans Léon aussi. Dans Léon. Ouais, Léon. Il joue la plante. Bon, on va peut-être pas non plus... Bon, en tout cas, voilà, on va peut-être passer à des gens qui ont vu le film, cette fois. Alan, s'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi, dis quelque chose d'intelligent sur ce film. C'est... Alors, je sais pas si ça va pas être très intelligent, mais moi, je trouve que c'est un des plus grands films français de tous les temps. Donc il a un peu vieilli maintenant, mais la vérité c'est que c'est un des plus beaux films. Visuellement il est incroyable. Il est porté par des acteurs de dingue, même si Mathieu les aime pas, qui en font des kilotonnes, mais non, ça mais je marche crois que c'était une bien. excuse pour dire qu'il avait pas vu le film. Hein. Ah ouais? Non. Par contre, alors là, c'est sérieux, je n'aime strictement pas Isabelle Adjani. Oui, mais Daniel Auteuil, ça va quand même. Oui, bien sûr. Ah, ouf, non, mais Isabelle Adjani, j'aime vraiment pas. D'accord. Et donc non, je trouve le film est porté magnifiquement et il est super bien. Alors, comme tu disais, moi j'ai toujours un problème avec le fait qu'on prenne des faits historiques et qu'on en fasse complètement de la fiction au point de pas du tout respecter ce qui s'est véritablement passé. Mais pour des aussi bons films, moi j'achète tous les jours. Ouais, moi aussi, je rejoins assez justement Alan par rapport à la qualité du film. J'avoue que sa longueur a fait en sorte que je n'ai peut-être pas encore vu la fin, mais pour le coup, j'aime beaucoup la manière dont la trame se met en place. C'est vraiment, c'est un genre de film assez viscéral, quoi. C'est poisseux, les acteurs transpirent tout le film, tu sens vraiment littéralement leur odeur, Miam, ça donne envie. Bah oui, mais vraiment, mais c'est le genre de film, j'ai l'impression qu'il te donne une expérience. En plus, moi j'avais une histoire justement un petit peu avec ça, c'est que mes parents avaient la VHS de la reine Margot. T'as vraiment cette image donc de la jaquette avec donc la reine Margot avec sa robe ensanglantée. C'est, je pense, une des premières images qui m'a donné un aspect de la partie plus dark du monde du cinéma. Donc dans le monde du cinéma, il peut y avoir de la violence, des meurtres, et cette image-là, moi, c'est une image qui a été marquante justement. Est-ce que tu l'as vu aussi beaucoup trop jeune, ce film? Je ne l'avais pas vu justement. Ah, oui, moi, c'est la première fois que je le vois. T'avais ici. juste vu la jaquette. Voilà, j'avais juste vu la jaquette. Moi, j'avais mais je ne l'avais live jamais vu. VHS à la maison et je l'ai vu beaucoup trop jeune. Ah oui, mais Comme beaucoup de films qu'il y avait chez moi. Mais par contre, je peux comprendre effectivement ce qui peut rebuter dans le film. C'est un peu le côté Académie française. Ils en font des tonnes. Certaines scènes, je trouve que les scènes d'action, les scènes de violence par exemple, que ce soit le massacre de la Saint-Barthélemy, la scène de chasse, sont paradoxalement assez mal filmées. Je trouve que les scènes de violence comme ça sont très décousues, chaotiques, et tu ne sais pas savoir ce qui se passe. Et puis je trouve aussi que de manière générale, les acteurs
parlent vraiment dans leur barbe. Tu as vraiment du mal, surtout pour Isabelle Adjani, tu as vraiment du mal à comprendre ce qu'ils disent. En plus, tu as Catherine de Médicis qui a un accent assez prononcé pendant tout le film et qui rend la compréhension parfois assez compliquée, quoi. Mais voilà, je peux comprendre ce qui peut rebuter dans le film. C'est un grand classique, effectivement, du cinéma français. Je suis content de l'avoir vu, mais ce ne sera pas le genre de film que je vais regarder tout le temps. Ouais. Bah écoutez, oui, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, on peut reprocher pas mal la théâtralité du jeu. Après, moi qui aime beaucoup le théâtre, forcément, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut être un peu lourd, surtout sur un film qui fait plus de 2h30. Par contre, voilà, faut être... Autant je ne sais pas si c'est le meilleur film français de tous les temps, comme l'a dit Alan, mais il y a des moments de cinéma dans ce film qui sont extraordinaires, quoi. Déjà, un casting démentiel, on a toute la fine fleur du cinéma français. Et puis moi, contrairement à toi, je trouve que, oui, il y a des moments très chaotiques dans la scène du massacre de la Saint-Barthélemy, mais moi qui l'ai vu, peut-être un peu trop jeune, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Et en faisant mes recherches, justement, Patrice Chéreau, dans cette scène, a vraiment voulu dénoncer toutes les guerres qui étaient dans l'actualité à l'époque. Les manifs sur la place Tiananmen, la première guerre du Golfe, il parle des guerres ethniques en ex-Yougoslavie, et il raconte même que justement, pour toutes les scènes dans les rues avec tous les corps, il a voulu s'inspirer des charniers découverts dans les camps nazis. Et je comprends pourquoi ça m'a autant marqué plus jeune, et que ça m'a remarqué ici en le regardant de nouveau. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il faut avoir certains éléments contextuels. Moi, heureusement, j'en profite pour faire une petite pub. J'avais écouté les excellents podcasts Les Téméraires de Bart Van Loo, que je conseille à toutes les personnes fans d'histoire. Oui, on en a parlé dans le magazine. Le livre est très bien aussi, apparemment. Ouais, Voilà. Je l'ai offert à mon papa pour Noël. Et donc du coup tu as aussi beaucoup de phases de contexte donc sur l'histoire, par exemple avec le duc d'Anjou, avec Catherine de Médicis, donc si tu as des bases historiques, effectivement tu peux plus profiter du film, mais malgré tout, vu que j'avais pas toutes les bases historiques, effectivement j'avais parfois une frustration et ce sentiment de ne pas profiter pleinement de ce qui se passait. Surtout que c'est une période très complexe où il y a beaucoup de changements très très vite. Donc il faut s'accrocher quand même. Et plus toutes les royautés, les ducs, les mariages, les machins, ça peut vite complexifier les choses. Alors, je suis d'accord, mais d'un autre côté, c'est pas un film historique non plus. Ça vient du roman d'Alexandre Dumas qui est bien vraiment sûr, mais tout les est fictionnalisé. personnages sont réels. Ça, je suis d'accord, Ça, les je veux personnages dire. sont réels, mais une fois qu'on a mis le nom et l'étiquette, c'est-à-dire catholique ou protestant, moi je trouve que le film il est très lisible, sauf si, comme toi, on est un farmer et on essaie d'avoir toutes les informations et tout comprendre. Moi, je veux savoir pourquoi Henri IV devient roi alors que dans le film, on te fait bien comprendre qu'il fait partie du mauvais camp et qu'il se fait dégager. Ah oui, mais ça, dans ce Comprendre cas-là, comment on en arrive là ou comment on en arrive à ce mariage. Pourquoi savoir que, comme je l'ai dit dans le résumé, il y a les pressions du pape, de l'État espagnol qui est très puissant, mais à côté de ça, les États protestants comme les Pays-Bas, etc., qui sont derrière. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, même si effectivement, tu l'as dit, c'est basé sur le roman d'Alexandre Dumas. D'ailleurs, je pense que c'est quand même important pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'histoire derrière. Effectivement, le roman d'Alexandre Dumas dépeint cette reine Margot comme une folle timbrée hystérique, nymphomane qui couche avec ses frères, etc. Et qu'en fait, historiquement, maintenant, on est sûr que tout ça est faux. Et qu'en fait, on a compris d'où ça venait. En fait, ce sont des romanciers, polémistes, etc., qui ont écrit sur elle peu après, soit pendant qu'elle vivait encore, soit après sa mort, qui étaient généralement des gens qui faisaient partie de cette ligue catholique très puissante, et qui en fait, comme elle est restée très fidèle à son mari Henri de Navarre, futur Henri IV, ils ont voulu en fait la démonter en inventant des rumeurs sur elle, rumeurs qui par la force des choses sont devenues des faits, c'était déjà des fake news de l'époque, et que Alexandre Dumas, pour un point de vue dramatique, vu qu'il adore ça, s'est empressé de les rajouter dans son roman, et c'est arrivé à nous comme quasi des vérités pendant longtemps, comme quoi la reine Margot était une timbrée, alors qu'en fait non, c'est une femme de lettres, une femme qui a fait énormément politiquement pour la France à l'époque, vraiment ça a été une très grande reine française, mais qu'on a un peu décrié, et que malheureusement ce genre de film peut remettre en avant une version fausse de ce personnage. D'où le fait que parfois avoir un contexte historique peut être aussi intéressant même quand c'est une fiction. Parce que je suis pas sûr que les gens n'y voient qu'une fiction, justement. Ah mais je suis hyper d'accord et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les films historiques qui changent complètement la réalité des faits. C'est ça. Mais voilà, après,
restons là-dessus. Patrice Chéreau a fait quand même un très grand film qui, même malgré qu'il est parfois un peu vieilli, reste quand même encore très percutant. Et enfin, j'étais assez impressionné de le revoir de nouveau après autant d'années sans l'avoir vu. Voilà, nous allons maintenant passer au troisième film. Alors, petite originalité, cette fois, le troisième film sera 2 films. Ce sera Shakespeare in Love et Hamnet, 2 films qui sont sur la vie de William Shakespeare. Pour cela, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique dans ce podcast qui s'appellera le Suricatch. Le Suricatch, les coups sont faux, le spectacle est réel. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être de la mauvaise foi dans chaque camp, mais pas de panique, cela reste du divertissement. Alors, comment ça va se passer ? Nous allons avoir 2 équipes et un arbitre qui sera fait par Alan et son sifflet. Un peu plus fort, je crois qu'on l'a pas bien entendu. Là, on l'a entendu, mais il était un petit peu de travers. C'est pas grave, ça fera un super arbitre. Voilà, donc on essaiera un petit peu en ping-pong d'essayer de sortir des arguments chacun à son tour pour essayer de défendre le film qu'on aime. Et nous allons maintenant passer à la présentation des équipes. À toi, Olivier. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue à ce magnifique show de la WWE entre Shakespeare in Love et Hamnet. Ouais, à mort, à mort. À ma droite, 1m62 pour à peu près 52 kilos de mauvaise foi et de conneries, Mathieu Matisse. Oui, c'est moi. Mais là, t'as donné la taille et le poids de mes jambes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. De l'autre côté du ring, il fera équipe avec lui, parce que d'habitude, il doit le réfréner aujourd'hui. C'est un bonhomme. Il va essayer de pouvoir le faire gagner. Loïc Mars. On va les démonter. Exactement. Cheyenne sort de la table. Par-dessus la 3e corde. Exactement. Tu En vas face. passer en dessous du kicker. Elle est la championne invétérée. Elle va représenter le camp qui va tout rafler ce soir. Je crois que le présentateur a un parti pris. Cheyenne. Ouais, Hamnet. Mais arrête, tu perds déjà tous les jeux. Bon, déjà, t'as perdu la puissance et l'enthousiasme vocal. Hein. Là-dessus, t'as perdu. Et moi-même, votre hôte, toujours objectif, toujours bien entendu sur la bonne ligne. Olivier, nous allons aujourd'hui vous prouver que Shakespeare in Love Il ne est le prépare pas meilleur les film de tous les temps émissions. d'Oscar. Il ne prépare pas les émissions. Avec ses cheveux peroxydés, il pense qu'il va gagner. C'est un leurre. Je vous présente Olivier. Oh, I came to play. Remets ton t-shirt. Bon, je propose que, Moi je suis prêt. vu que Olivier a fait les présentations, je propose que nous, dans notre équipe, nous avons le droit de commencer. Eh ben, bien sûr. Bah, allez-y. Vas-y, attaque, Mathieu, défonce-les. Ouais. T'es prête, Cheyenne? Ouais, T'es prête? ouais. Ouais, assieds-toi bien. C'est bien, Massé. Loïc, Mathieu, je vais t'expliquer quelque chose. explique-moi. Chloé Zhao, qui a réalisé le film, pour mettre dans l'ambiance le plateau, elle a passé pendant 4 jours, 4 jours, Cheyenne, 4. 4 non-stop Nature of Delight de Mark Richter. Alors on va te le passer, C'est pour ça qu'ils hein, ont et tous après l'air tu vas me tarés. dire si t'aimes bien encore ce film. Parce que tous les acteurs sont dépressifs aujourd'hui. Hein. Donc, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qui a été dit dans ce studio ? Ah, remets un peu plus loin. C'était toujours la même chose. Eh ben, Hamnet, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Elle a passé ça, alors, encore heureux qu'il y ait Alan ici, non seulement qui est arbitre, mais aussi qui connaît le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, avant le film, ils n'ont pas les musiques. Donc, forcément, sur le plateau, ils se sont dit, putain, dans quelle merde on est ici ? Obstruction, votre horreur. L'arbitre peut siffler s'il trouve que l'avocat va trop loin. Passage à l'autre équipe. Voilà.
Moi, je pense que la preuve que Mathieu dit du vide dans sa critique, c'est qu'en fait, pour détruire le film, tout ce qu'il trouve à dire ne porte uniquement que sur la musique du film, quoi. Alors qu'il y a tellement plus de choses que ça dans Hamnet. Moi, je pense déjà que si Mathieu a choisi la musique de Hamnet pour le défoncer, c'est parce qu'il ne l'a pas vu. Parce qu'il faut savoir que Mathieu est coutumier du fait, et donc sûrement que il a pris, il s'est dit merde, je vais devoir préparer quelque chose pour essayer de prouver que Shakespeare in Love c'est le meilleur film parce que je dois faire équipe avec Loïc, mais qu'il n'a même pas vu Hamnet. Attaque ad nominem, passage à la réponse. Oh ouais. Alors pour ma défense, Alan, hein, ce que je veux dire à ça, c'est que je l'ai regardé en x2. Et ben même en x2, les gens n'avançaient pas. Non, mais alors, franchement, venant de quelqu'un qui va défendre un film qui est plus mauvais que la comédie musicale de Roméo et Juliette, c'est quand même vraiment fort de café, quoi. La scène la plus rapide, c'est l'accouchement. Ouais, donc c'est pour dire quand on que... attaque les comédies musicales de Roméo et Juliette ici, Ouais, là, où est-ce qu'on parfait. est là? Dans quel Moi, monde on j'adore. vit? Monsieur l'arbitre, réagissez. Attention hors sujet, Olivier, Mais on attention a hors quand sujet. même un film qui a gagné un Oscar qui est encore plus kitsch qu'une comédie musicale, quoi. Alors je attention, te oui. rappelle que Shakespeare in Love a aussi gagné des Oscars. Parlons mais des pourtant, Oscars. Mathieu, ça a été très décrié. Mathieu, justement, c'est ce que Mathieu, je dis. parlons des Mais jamais bien, Oscars. Shakespeare in Love. Mathieu des Oscars, parlons des Oscars. Oui, Ils font les tout à malins fait. là. Oui, Ok, mon César. ok, la gonzesse, elle joue peut-être bien dans Hamnet. Elle a eu ce petit Oscar. Shakespeare in Love, c'est quoi aux Oscars? C'est un Oscar, 2 Oscars, 3 Oscars, 4 Oscars, 5 Oscars, 6, 7, 8 Oscars. Oscar du meilleur film. Il a niqué La vie est belle, Le Soldat Royal, La ligne rouge. Attention, on dit pas du mal de la ligne rouge, l'arbitre y est très attaché. J'aime beaucoup La ligne Voilà. rouge, pardon. Mais c'est pour te montrer à quel point le film est bien. Pour te montrer. Excusez-moi, je savais On pas. nous sommes plein de mauvaise foi. Alors, ok, Jessie Buckley elle a gagné l'Oscar, mais Gwyneth Paltrow, elle l'a gagné aussi. Judi Dench, meilleur second rôle, elle le gagne aussi. Je dis Dan sur la voix 2 minutes dans Et le film. alors, elle est vachement Bah, plus, raison de plus, les Oscars, ça vaut rien. elle est vachement plus remarquable Ouais, je suis que d'accord, la- les Oscars, ça... Loïc. Les Oscars, ça vaut elle est rien. vachement plus remarquable que tous les acteurs qu'il y a dans Hamnet, et ainsi que toutes les actrices. Mais on a aussi le meilleur scénario original, la meilleure direction artistique, la meilleure musique de film, et pas votre musique de dépressif, et la meilleure création de Objection, costumes. votre honneur. Ok, droit de réponse. Objection, votre honneur, justement, le partenaire de Loïc vient de dire très justement que les Oscars ça vaut rien. La preuve, c'est que si les Oscars ça valait quelque chose, le meilleur film de tous les temps, ce serait Titanic. J'ai dit. Et Pourquoi Loïc, toi, tu Titanic trouves que c'est mérité, du coup, Moi, j'aimerais bien les que l'arbitre Oscars coupe le de micro d'Olivier Shakespeare in parce qu'il Love? raconte vraiment Bien n'importe sûr. quoi. Tu trouves que Shakespeare in Love mérite plus que C'est même plus de la ligne mauvaise foi. rouge? Ah, Regarde-nous et ose dire ce que Voilà. tu penses de bah, ça. il mérite plus en tout cas qu'Hamnet. Qui ne l'a pas eu d'ailleurs. Bah, Hamnet, c'est Nomadland en fait. C'est le Maintenant même film. aussi, c'était dépressif. Et, Nomadland, Non, C'était c'était incroyable. de Chloé Zhao. Mais ça m'étonne pas que t'aies aimé. C'est un truc de gauchiste. Elle a adoré Nomadland, c'est ça? Oui, j'ai adoré. C'est un truc Ah ben de voilà. gauchiste qui a de l'argent parce qu'elle roule tout le temps. Attention, T'as vu le attention, pétrole l'arbitre est un De toute façon, gauchiste. c'est pas le- Attention, faites très attention à l'arbitre. Bah passons la parole à la droite alors. Ouais, voilà. Olivier, je t'en prie. Ah, mais moi, je suis pas de droite. Hein. Non, mais Olivier, oui. Et il regarde que des films de gauche. Ouais, alors donc, Aucun moi, sens. je vous préviens déjà, je ne suis pas dans une perspective de défendre Hamnet parce que j'ai pas détesté Hamnet. Je trouvais que c'était un peu long au départ. Je trouve que la performance de Jessie Buckley effectivement est incroyable, mais c'est pas un film qui a résonné de manière incroyable. Moi, je suis juste là pour défoncer Shakespeare in Love. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, dès la première image, le personnage de Shakespeare est totalement insupportable. T'as envie de le gifler pendant tout le film. C'est une sorte de personnage de anti-héros Ah oui, dans Hamnet, qui il est est inexistant. mal joué. Ben dans Hamnet, au moins, c'est pas un gros connard qui trompe sa femme pendant qu'elle est en train de perdre son enfant. Ouais, mais à côté de Et ça, c'est il est peut-être trop pas à gentil. l'écran, hein. Alors, Mais à quand côté on de a ça, il vu, est trop gentil. Il n'y a quand pas on a qui vu, fouille pour quand faire on ses a pièces vu, de théâtre. s'il vous plaît, laissez-moi va bien. parler votre horreur. Quand on a vu justement Hamnet et qu'on a vu la véritable histoire de la famille de Shakespeare, avec donc ce drame qui s'est joué, la perte de leur enfant, le fait que Shakespeare, pour pouvoir exercer son art, a abandonné sa femme et ses enfants, et qu'on voit Shakespeare in Love ensuite, et qu'on se dit que pendant que sa femme était en train de souffrir toute seule, lui, il était en train de troussailler de la gourgandine, eh ben, franchement, on voit l'être humain qu'était Shakespeare vu par Shakespeare in Love. Monsieur Parce l'arbitre, que je une pense petite que réaction rapide. dans la réalité des Objection, faits, la votre réalité honneur. historique, ce n'est pas la même chose. Et c'est mon point par rapport à Shakespeare in Love, c'est que ce film est un film qui est artificiel.
rien n'est vrai, rien n'est authentique. On a l'impression d'avoir juste un film qui est calibré pour fonctionner pour son époque, seulement pour son époque, et c'est la raison pour laquelle il a tellement mal vieilli, et qui avait été calibré pour essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir des récompenses et qu'il puisse réussir. On n'a pas un film qui est assumé, on a un film qui est lisse. Olivier, tu t'arrêtes maintenant. Je clôture par ça, parce qu'on l'a vu pour l'expo qu'on a été voir ce matin. C'est un film qui manque de sprezzatura. C'est l'allure désinvolte de la vraiment beauté monopolisé la parole qui pour peut dire ça. investir l'intérieur et l'extérieur de l'être. Ouais, go Et Olivier moi, je veux des films moches. Droit de réponse. Merde. Moi, je suis désolé, mais on parle pas de Shakespeare in Love, on parle de Hamnet. Si, on parle aussi de Shakespeare in Love. Ah, moi, je suis là pour mais je défoncer termine- Shakespeare in D'ailleurs, Love. Mathieu, avant que Je tu prennes la termine parole, sur Hamnet. ce qui est important, c'est que moi, toi, tu vas défoncer Hamnet, mais moi, je suis comme Olivier à l'inverse. Je ne suis pas là pour défoncer Hamnet, mais pour dire à quel point Shakespeare in Love, c'est chouette. Mais bien sûr, mais c'est parce qu'il aime pas le théâtre. Voilà. C'est exactement J'en ça. suis Tu sûr. aimes le théâtre, tu aimes Shakespeare in Moi Love. j'aime le théâtre et j'aime pas Shakespeare in Love. Hein, t'aimes le théâtre de la vie, quoi. Tu vois, où on comprend pas Carte les rouge pièces. ici. Voilà. Non, dans Hamnet, je viens de vérifier, j'ai fait comme toi, Olivier. J'ai préparé mon émission sur Wikipédia. Et Jessie Buckley, c'est bien écrit sur Wikipédia, a arrêté sa carrière après. Parce qu'elle a été tellement bouleversée par la performance incroyable qu'elle a livrée. Par la musique merdique. Tu vois. Et elle s'est dit, bah si c'est pour faire des films comme ça ne sert à rien. Autant aller au théâtre de la vie. Bah, autant gagner Par un contre, Oscar. je vais demander au tribunal populaire un argument qu'Olivier a dit. Il me parle évidemment de Shakespeare, qui est peut-être un peu une crapule dans Shakespeare in Love pour certains points, alors que pas dans Hamnet. Mais quelle est la réalité historique? On croit vraiment que la réalité historique de Shakespeare, c'est quand il s'est barré loin de sa famille à Londres, il était juste un pauvre écrivain torturé dans sa chambre, ouin, et à la fin, il fait un beau texte pour en hommage à sa famille? Ou est-ce que, comme dans Shakespeare in Love, c'était un coureur dans la grande ville et sa famille, bah, comme beaucoup à l'époque, c'était relégué en exactement. derrière? Ouais, mais c'était sûrement pas un émo. Donc ton argument de la réalité historique dans Hamnet, bon... Ouais, mais c'était certainement pas un émo transi d'amour et que tu imagines plus avec une guitare en train de nous faire C'est pas Wonderwall non sur une plus un plage. brave homme torturé qui est malheureux et qui à la fin, bon allez, il est quand même pas si méchant. Et moi justement je voulais rebondir là-dessus parce que moi la raison pour laquelle j'ai aimé Hamnet et pour laquelle je vais défendre Hamnet, c'est que justement c'est un film qui change un peu sur les codes de l'artiste qu'on nous présente au cinéma. Pour une fois, c'est plus cette espèce de type... Parce que d'office, de toute façon, quand ce sont des hommes illustres, ce sont toujours des hommes. Et c'est toujours cet homme un peu genre distrait, mais disposant de facultés intellectuelles hors normes, qui se laisse emporter, mais qui est quand même vraiment très attachant, qui vit dans la frugalité malgré l'ampleur de son génie, ou alors juste comme dans Shakespeare in Love, qui est très amoureux. Et en fait, bah là, dans Hamnet, on a quelque chose de complètement différent, où on a l'un point de vue qui est plutôt axé sur la vie domestique, sur les sacrifices que représente le métier artistique et donc justement les sacrifices qui peuvent être répercutés sur une vie de famille et sur une femme. Et ben ça, rien que pour cette proposition-là, je pense qu'on ne peut pas défendre Ouais, Shakespeare on in Love. mélange encore Tout une à fois fait les torchons et les serviettes. On parle soit d'un film, comme tu l'as dit Mathieu très bien tout à l'heure, dépressif, Exactement. et à côté de ça, on essaye de comparer ça à un film qui n'essaye pas de faire la même chose. Et vous, c'est- Shakespeare in Love n'essaye pas une prétendue réalité, c'est juste un fantasme, c'est une histoire d'amour avec un sous-texte et un amour du théâtre, c'est juste ça. Vous défendez Faut un pas film chercher plus d'adolescent. Mais non, Et alors, mais non, est-ce que on c'est défend mal le cinéma. Est-ce que c'est mal c'est du Est-ce théâtre. que c'est mal Il y a des décors et tout. Est-ce que c'est Tu vois, mal dans un Hamnet, délire c'est pas adolescent des décors, ils étaient dans un bois. Écoute, qu'est-ce qu'on a dans Shakespeare in Love? On a de l'humour, on a de l'amour, on a du drame, on a un casting de malades, Geoffrey Rush, Colin Firth, Judi Dench, Ben Affleck, Gwyneth Paltrow. Ils sont tous Exactement. fantastiques. On a des moments de théâtre qui sont extraordinaires quand la troupe du Chamberlain revient avec Ben Affleck, toutes les scènes de théâtre, les scènes, entendre Shakespeare. Dans Hamlet, on l'entend quoi 5 minutes à la fin. C'est Exactement. Et Alan me glisse à l'oreille que dans les années 90, que dans les années 90, le cinéma est mort dans les années 90. C'était les meilleurs films. n'est-ce pas Attention, mensonge, vous n'avez plus de micro pendant 2 minutes. On Voilà. m'a dit que je pouvais être de mauvaise Interdiction de foi. micro Eh pendant ben, 2 je On minutes. m'a dit que je pouvais être de mauvaise De foi. mauvaise foi, pas de mensonge. Je reprendrai justement ce que Mathieu vient de dire. Le cinéma était mort dans les années 90 et Shakespeare in Love l'a enterré définitivement. Et alors Loïc, tu nous dis on a de l'humour, Je on a rappelle du que les drame, visiteurs, c'est après Shakespeare on in a Love, du hein. théâtre. Mais ce n'est pas une excuse. On a du mauvais humour ici, du mauvais drame et du mauvais théâtre. Et alors,
pour rebondir justement sur ce que disait Cheyenne, et je suis tout à fait d'accord avec elle, on a souvent ce fantasme de l'auteur, du génie qui forcément doit être torturé, doit être incompris, parce que s'il n'est pas torturé, c'est que c'est pas forcément un génie, quoi. C'est que Hamnet, ce n'est pas un film sur William Shakespeare. Hamnet est un film sur la femme de William Shakespeare qui a une histoire de Hamnet qui est beaucoup plus intéressante que la pseudo-histoire d'amour adolescente de Shakespeare dans Shakespeare in Love, qui, on le rappelle, pendant que ça c'est la vérité historique, sa femme était en train de porter le deuil de leur enfant chez eux, lui était en train de tromper sa femme allègrement. Oui, mais là, Carton dans jaune Shakespeare in Love. répétition. Oui, là tu répètes, et en plus tu attaques Shakespeare, pas le film. Olivier, tu te rends compte quand même que tu reprends plusieurs fois la réalité historique, mais la réalité historique, pour moi, c'est plus Shakespeare in Love que Hamnet. Hein. C'était un salaud, c'est pas grave. Et en même temps, il y a un autre petit problème dans ton argument, c'est qu'en fait, tu compares ce qui se passe dans Shakespeare in Love par rapport à ce que tu as vu dans Hamnet. Vous venez de nous dire juste avant que c'était pas une réalité historique dans Shakespeare in Love et que c'était un fantasme basé sur l'histoire de Roméo et Juliette. de la réalité. Il faut savoir, Olivier, s'il te plaît, je t'ai laissé parler. T'en sais rien, laissé parler. t'étais pas là. Vous contredisez. On a dit quoi sur le Est-ce micro hein que je peux terminer quand même le truc, s'il te plaît, Olivier? Effectivement, ce n'est pas réel historiquement. Aucun des deux n'est vraiment réel totalement historiquement. Mais voilà, si on doit choisir le Shakespeare le plus fidèle à la réalité, d'un point de vue pas terrible comme gars, c'est quand même celui de Shakespeare in Love qui est beaucoup plus juste, à mon avis, que celui d'Hamnet, où il est un peu trop brave gars à mon goût quand même. En fait, le débat, c'est pas quel est le Shakespeare le plus fidèle, c'est quel est le meilleur film. Et le meilleur film, c'est Hamnet. Tout à fait. Alors, il faudrait quand même savoir définir qu'est-ce que c'est meilleur film. Parce que moi, pour le coup, si je peux quand même donner mon avis en tant qu'arbitre, parce que je me suis farci les deux aussi. Vas-y. C'est que je trouve que effectivement, Hamnet est plus réussi. Mais il est plus réussi parce qu'en fait, il ne tente rien. Il est très très efficace comme film. Oui, j'ai chialé en regardant Hamnet, mais parce que on te montre la trajectoire horrible de cette famille qui se délite avec le deuil qu'elle subit et tout ça, et lui qui se reconstruit dans le théâtre, et finalement, c'est très beau. Et puis il y a les violons de Max Richter, comme tu l'as dit. Oui, c'est très beau, c'est très efficace, mais ça ne tente rien. Là où je trouve que Shakespeare in Love, de par sa thématique, c'est-à-dire ce mec qui doit faire une comédie, à qui on fait finalement une tragédie, mais aussi ce ton-là dans son film, on ne sait jamais si on regarde une comédie, une tragédie, il tente beaucoup plus de choses, et ça je trouve que qu'est-ce que c'est le meilleur film? Est-ce que c'est celui qui essaie sans totalement y arriver, ou celui qui réussit mais n'essaie finalement rien? Moi, si je dois conclure, je dirais qu'on a d'un côté un film qui ne propose rien, qui reprend tous les codes de la comédie romantique basique de cette époque-là, contre un film qui peut-être est encore imparfait, mais a une vraie proposition qui s'affirme. Et je pense aussi que si vous n'avez peut-être pas été aussi sensible que moi à Hamnet, c'est parce que pour une fois, ce n'était pas l'artiste homme qui était mis au devant de l'écran et que peut-être ça vous a dérangé. Bon, par contre, j'ai une anecdote sur le film. J'ai une anecdote sur le film. Lequel? Mais sur le Globe Theatre. Ah oui. Tu vois, donc à Londres, puisque on a un peu discuté avec Loïc avant, en se disant, tiens, ça ressemble très très fort au Globe Theatre qui se trouve à Londres, et qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc on s'était un peu posé la question, s'il avait été tourné dans ces décors-là. Eh bien, pas du tout. Donc celui-ci a été tourné dans un décor entièrement construit dans les studios de Shepperton, à l'ouest de la capitale anglaise. De plus, l'histoire se déroule en 1593 dans le théâtre The Rose, alors que le Globe ne sera construit qu'en 1599, sous la houlette de Shakespeare justement, himself. Alors lors de sa reconstruction et sa réouverture, donc là on parle du Globe Théâtre d'aujourd'hui, ça a rouvert en 1997, et en fait le film a participé à la renommée de cette reconstruction du théâtre, puisqu'évidemment il y a eu une Shakespeare mania derrière, et donc ça a amené pas mal de gens vers ce théâtre. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, je clôturais la petite partie sur Hamnet et Shakespeare in Love. En dehors de nos coups de poing entre nos adversaires, j'aimerais remettre un peu l'église au milieu du village. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé Hamnet. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, surtout que c'est une thématique qui me touche très justement, évidemment. Et aussi, on a beaucoup parlé des Oscars de Shakespeare in Love. Alors,
il y en a peut-être qui méritent, parce que pour moi, ça reste quand même un très bon film. Mais effectivement, c'est quand même un peu honteux qu'il soit passé devant La Ligne Rouge, devant Soldat Ryan, ou même surtout, pour moi, le meilleur, c'est La Vie est belle de Benigni. Mais il faut savoir que Il y a du lobbying, hein, c'est Weinstein. Qui produisait Weinstein, Shakespeare in Love, Miramax. c'était Weinstein qui faisait énormément de lobbying pour que ses films gagnent aux Oscars. Et là, ça a été un des pires et un des plus gros scandales. Ça a limite fait scandale dès l'annonce des résultats à l'époque. Et qu'il y a eu même pas un documentaire, mais des médias qui sont posé la question en votant, en disant mais non, on ne comprend pas, on n'aurait jamais voté pour ce film-là. Et donc il y a tout un peu une mauvaise légende qui s'est créée autour de ce film, qui a peut-être aussi pâti en partie à un moment de cette mauvaise réputation, alors que moi je le trouve très très sympathique. Voilà, donc je voulais juste recentrer un peu le débat et dire un peu la réalité des choses en dehors de nos affrontements qui nous ont fait, j'espère, beaucoup rire aujourd'hui. Je clôturerai juste en disant que c'est l'affrontement de deux visions historiques. Soit vous préférez celle de Titanic, soit vous préférez celle d'Amadeus. Juste avant de terminer et de passer à la meilleure rubrique de l'émission, même si j'ai beaucoup aimé le Suricatch, est-ce que quelqu'un, Olivier, tu as des recommandations d'autres films sur le thème d'aujourd'hui ? Oui, alors moi j'avais très rapidement, j'avais Apocalypto déjà. Assez brut à voir quand même, je trouve, donc de Mel Gibson, que j'ai trouvé très dur comme film, mais qui est assez intéressant pour avoir un petit peu l'autre dimension qu'on ne voit pas dans Pocahontas. Il y a le film que j'avais bien aimé encore, Deux sœurs pour un roi, donc avec ici le roi Henri VIII, je pense, c'est ça. Ouais. Et sinon, moi j'ai Le Nom de la Rose, je pense qu'il est aussi dans la Renaissance. Oui, c'est parce qu'on est resté beaucoup sur la fin du XVIe siècle et on est resté assez cohérent là-dessus. Mais effectivement, Le Nom de la Rose, c'est plus le début de la Renaissance plutôt italienne alors. Oui, voilà, moi c'est aussi donc un film référence, et donc voilà, c'est tout. Voilà, moi, effectivement, Mathieu l'a glissé très loin, mais personne ne l'a entendu, mais Pocahontas quand même. Hein. Et Le Bossu de Notre-Dame de Disney, c'est vrai. voilà, qui sont quand même un peu dans les thématiques. Mais c'est sinon... une très bonne comédie musicale. Quasimodo del Paris. Non. Ah. Non. Et pour rebondir sur Pocahontas, moi je conseille Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Tu as bien aimé, j'ai quand même lu quand même des choses qui étaient assez négatives dessus. Il est très en deux parties et on voit vraiment je trouve que c'est vraiment ce film-là où on voit comment Terrence Malick il est rentré dans un cinéma presque ésotérique. Mais en tout cas, je trouve très intéressant à regarder. Alors tu vois la bascule de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il a fait après. Ouais, parce que le film est vraiment en deux parties et il est très narratif au début et très contemplatif après. C'est dans ce film-là qu'il est parti dans ce que je n'aime pas. Pour moi, ouais. Voilà. Sinon, je peux mentionner Highlander. Parce que Connor McLeod est né au XVIe siècle. Et puis, ça me permet de glisser un mot sur mon autre podcast, Back to the 20th Century, que vous pouvez aussi écouter sur Spotify. Le mec fait sa pub. Et ouais. Promo. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'épisode 11. Sinon, j'aimerais mentionner aussi un film qui me tient à cœur et qui n'est pas du tout connu. Mais j'ai abordé le personnage qui est le héros du film tout à l'heure, c'est Till Spiegel ou Till l'Espiègle. Il faut savoir qu'il y a eu un film qui s'appelle Les Aventures de Till l'Espiègle avec Gérard Philippe dans le rôle de Till et Jean Vilar dans le rôle du duc d'Albe. Ça raconte donc évidemment la légende de Eulenspiegel et de son compagnon Lame Guzak, qui ont combattu la domination espagnole dans les Flandres 16e. Et si ça m'intéresse, c'est tout simplement que c'est un énorme souvenir théâtral, puisque j'ai joué effectivement ce fameux Lame Guzak, bon buveur, bon mangeur, et ça reste un de mes énormes souvenirs. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce film et qu'il est resté dans ma mémoire et que j'aime bien le revoir de temps en temps. Voilà, je pense que on n'a plus de recommandations, donc vous savez ce qui va arriver, c'est le Qu'est-ce que c'est ? C'est le Qu'est-ce que c'est ? Et pour ce thème de la Renaissance, on est après le Qu'est-ce que c'est qui renaît, le Qu'est-ce que c'est qui revient. Oh, ça c'est original, dis donc. Il y a plein de trucs qui reviennent. Donc là, ça va spoiler à gogo, parce que je vous donne le nom d'une série et vous me trouvez le personnage qui est mort et qui revient à la vie. J'espère que vous êtes bons en série des années 2000. Bon, Olivier a gagné. Jésus. On va commencer par une facile. Game of Thrones. Jon Snow. Ah putain, je croyais qu'il allait dire les personnages et qu'il fallait dire la série. Non. Donc j'avais déjà Game of Thrones sur le bout de la langue. Je vous dis la série et vous trouvez le nom du personnage. C'est ma faute. Donc Jon Snow, Écoutez. 1 point pour Olivier. Là, il y a deux noms possibles
Vampire Diaries. Parfait, j'ai pas vu. Pas vu. Marcus. Personne n'a vu, donc on va passer à Gérard, la suite. Marcel. C'était Jérémy Gilbert et Alaric Saltzman. Ah, Gérard, Jérémy, j'étais pas loin. Ouais, J'ai peut-être un c'est demi-point. ça. Pas de point là-dessus, c'est mort. On continue avec The Walking Dead. Rick Grimes. Il meurt? Parce que moi, c'est pas celui-là que j'ai J'ai pas trouvé. vu. Non, il y a la gonzesse. Ah oui, putain, Il y comment a la s'appelle vieille encore gonzesse qui est pote avec Norman, machin truc, mais il y a le frère de Norman. Le frère de Norman. Le frère mais de oui, Norman comment qui il s'appelle revient. encore. Ah Qui, hein? Non, non. Le frère de... Ouais, le frère de Norman Reedus, quoi. Ouais. Mais Redus, dit Redus. Moi, j'ai Shane Walsh. Qui Shane- meurt. et qui Ah, revient. mais oui, il revient en zombie. C'est qui, Shane vrai, il Walsh meurt. Shane. C'est qui Shane, encore c'est le meilleur ami de Rick, au départ. Il revient à un moment zombie, mais dans quelle saison Quand Rick le tue, bah, il se transforme en zombie. Ah quoi. oui, Et ok. il revient plusieurs fois. Ah, ok. Il revient pas. Oui, il revient. Malheureusement, sous la- c'est une des rares séries que j'ai un peu vues, mais que je n'ai pas totalement il revient vues. sous la forme de genre d'un fantôme comme ça, mais pas vraiment, quoi. Et donc, il y a le frère de Norman Reedus qui est à un moment abandonné sur un toit, tout le monde Ouais. pense qu'il est mort, et à un moment, il Il revient. revient dans la. Il revient plusieurs saisons après. Plusieurs Ouais, épisodes. plusieurs saisons après. Ok, alors je vous l'accepte. Alors Yes. c'était qui? C'était pour Loïc. Moi, j'ai dit c'est moi. Redus et j'ai... ouais, Allez, un point pour Loïc, comme ça les met à égalité. Hey, pour On moi aussi, enchaîne avec un point pour les deux. Stranger Things. Eleven. Eleven Non, c'est le petit gamin au début. Non, c'est le gars avec ses longs cheveux. Je sais pas comment il s'appelle, Crowley, là, Ah qui oui, est dans la piscine, là, qui fait sauveteur. Ah mais non, Ah non, non. c'est Si, il revient, c'est la, lui. mais non, c'est la rousse. Mais ils meurent pas, ces gens-là. C'est la Si. rousse, celle qui est dans le coma. Non, Comment elle s'appelle c'est Jim Ah oui, Hopper, c'est le oui. qui est laissé pour mort pendant la fin d'une saison et qui revient plusieurs épisodes plus tard. Ah oui, mais alors il y a aussi la rousse là qui est dans le T'es sûr qu'elle l'Upside meurt Down. Elle meurt pas, mais elle est dans le coma. Eh ben, elle meurt pas. Elle Allez meurt hop. pas. Ah, mais bisous, Jim Olivier. Hopper, il meurt pas non plus. Allez, on antenne avec, là normalement ça va un peu plus vous parler, Lost. Qui revient dans Lost Ah oui. Moi, j'ai vu aucune série de. D'accord, mais tu peux le dire dans le micro, s'il te J'ai plaît. vu aucune série. Je vais faire une sieste. Bah, qui revient, il y a. Shepard, il revient, non? Bah, tous en fait. Moi j'ai John Locke. Ah, le vieux. Ah oui, ouais, mais non, techniquement. Ah, ça y est, il va polémiquer toute la Mais c'est rubrique. pas lui qui revient parce que il est possédé par l'esprit du méchant du temps. Donc c'est pas John Oui, Locke. de toute qui revient, façon, quoi. ils Oui, reviennent c'est tous vrai. dans certaines, et patati et Après, on patata. parle de gens qui sont censés être morts ou je sais Oui, pas voilà. quoi. Donc, globalement, voilà, Ouais, ne c'est polémique pas trop non plus. On enchaîne avec Westworld. Westworld, j'ai pas vu. J'ai pas vu, je suis Eh désolé. ben on enchaîne. T'as vu Westworld? Pardon? J'ai vu Westworld. Et alors? Je me rappelle plus du tout. Bah, essaye, vas-y. C'était pas le. Comment elle s'appelait encore cette actrice qui joue la serveuse là dans le saloon au début? C'est Dolores Ah oui, c'est la blonde. Abernathy. Oui. C'est elle à qui tu pensais? Mais non, pas du Ah tout. bah voilà. Et, mais par contre, non, j'hésitais entre elle et un autre gars qui était dedans, mais c'était un gars qui revient après, mais en fait c'est un robot dès le départ. Ah bah alors Voilà, donc ne regardez pas parce que Si c'est un j'ai spoilé robot, la ça série. compte pas. Mais on sait que c'est Non. des robots quand même. Au départ, tu le sais pas. Ah, bah parce que moi, je le sais alors que j'ai jamais vu la série. Moi, je le Non, savais tu pas. sais qu'il y en a, mais tu ne sais pas que lui. Ah oui, Mais- d'accord, ok. c'est l'avant-dernière qui meurt et revient dans X-Files. Scully Mulder Ben Mulder. Ah J'ai gagné. C'était l'un Bravo, ou Loïc. l'autre. C'était l'un ou l'autre. Bon, mais c'est Mathieu qui l'a. Mathieu, un point pour Mathieu. Et le dernier, alors attention, je me contenterai pas du simple prénom. Qui meurt et revient dans Buffy contre les vampires? Sarah Michel Gellar. Bah, Non, c'est Buffy, celui qui ressemble à Olivier. Spike. Non. C'est pas Ah non, Angel. C'est Angel. Bah, Angel, attends. J'ai quand même Ah dit non, que je me... Angel, il meurt, mais il revient dans une autre série. Mais pas dans Buffy. C'est Buffy. Oui, c'est quoi son nom de famille? Oui, c'est. C'est. Bah, Ah ouais, mais j'ai c'est pas donc- vu Buffy, moi. Buffy, ça, Michel Gélard. C'est Buffy Summers. C'est Summer, son nom de C'est famille. Buffy Summers qui Moi, j'avais avait... trouvé Buffy. Moi, j'avais dit hein. Buffy en Moi, premier. j'ai Bah, dit Buffy. non, moi je dis que c'est quand même Cheyenne. Non, allez, vas-y. Alors, si on accorde le point à Cheyenne, tout le monde est à 1 point. Moi, j'avais 2 points. Non, Non, t'as non, jamais eu arrête. 2 points. Mais si, Putain. putain. T'as donné des mauvaises personnes. Non. Ça y est, non. Olivier, de nouveau mauvais joueur parce qu'il perd au jeu. On réécoutera le podcast et je perds pas au jeu. Normalement, je gagne toujours. Et du coup, c'est une égalité pure et parfaite. Tout le monde a un point. Ouais, plein de papier. Merci, Alan.
il faut savoir que grâce aux recommandations de Cheyenne, nous allons sortir un peu de nos cases habituelles et nous avons été voir une exposition qui se déroule pour le moment aux Beaux-Arts, intitulée Beauté et laideur à la Renaissance. Donc, petite explication de l'exposition. La beauté et la laideur ont toujours fasciné, mais leur signification évolue au fil du temps. Bellezza et Bruttezza explorent la manière dont les artistes d'Italie et d'Europe du Nord au XVe et XVIe siècle ont représenté ces extrêmes, des idéaux raffinés au grotesque délibéré. Une occasion rare d'admirer des œuvres extraordinaires dont certaines sont présentées pour la première et unique fois en Belgique. Comme nous avons été voir cette exposition ce matin, juste avant d'enregistrer ce podcast avec Olivier Alan Cheyenne, nous allons pouvoir vous en parler un petit peu à chaud. Et je vais d'abord donner la parole à Alan. Voilà, et vu qu'on l'a vu ce matin, on a tous énormément de recul dessus. Justement, c'est intéressant de ne pas avoir de recul et d'avoir le ressenti qu'on a eu. Non, mais moi, les expos sur un peu la peinture et la sculpture classique, surtout la peinture classique, c'est pas trop mon dada. Et ce que je retiens essentiellement de l'expo, c'est vraiment cette brouille de... En fait, on a tellement repris les codes de l'Antiquité à la Renaissance qu'il y avait cette première salle où il y avait 2 sculptures et je me suis trompé en fait. Je pensais que celle qui était de la Renaissance était de l'Antiquité et que celle qui était de l'Antiquité était de la Renaissance. On était à 2 à ce moment-là. Effectivement, il y en avait une qui avait l'air un peu pétée, très antique. L'autre avait l'air parfaite et en fait, c'était l'inverse. Et c'était l'inverse et je me dis, ah oui, en fait, vraiment, ils ont tout repris mais dans tous les codes. Et une autre que j'avais bien aimé de sculpture, c'est une sculpture qui a été peinte. Et c'est rare de voir les sculptures peintes, alors même que, maintenant on le sait, à l'Antiquité, ils peignaient toutes les sculptures. Elles étaient en plus sur des couleurs hyper pétantes. Mais quand ils les ont récupérées à la Renaissance, évidemment, elles avaient blanchi avec le temps. Du coup, ils ont fait des sculptures blanches. Donc j'étais content de voir une sculpture peinte aussi. Et si je me souviens bien, tu aimais bien aussi la tête de femme aussi du IIe siècle. Toutes les sculptures, en fait, je suis un peu plus sculpture que peinture. D'accord. Mais voilà, c'était plus sur l'Antiquité. Les sculptures étaient quasiment toutes de l'Antiquité et pas de la Renaissance. Sauf les bronzes. Les bronzes étaient de la Renaissance ? Je pense. Ah oui. Sauf les bronzes, et les bronzes, c'était super beau. C'est super les bronzes. Olivier, qu'est-ce que toi tu as ressenti avec cette expo ? Oui, je vais pas trop m'étendre dessus, j'ai bien aimé, je trouvais ça assez intéressant, surtout de voir les conceptions de la beauté et leur évolution. Et c'est vraiment des détails qui m'ont marqué, c'est par exemple la conception parfois un peu plus classiste de la beauté, quand tu représentes des personnages laids, qui sont des personnages pauvres, par exemple la bonne au milieu des nobles ou bien un mendiant, tu vois cette représentation du personnage féminin laid avec des traits masculins. Et donc tu as en même temps une sorte de dimension un peu classiste dans cette représentation de la beauté et de la laideur, mais aussi une dimension misogyne et une dimension assez court-termiste en fait par rapport à cette dimension entre la beauté et la laideur. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir interroger nos concepts de beauté, nos conceptions aussi sociales sur la beauté, sur la laideur. Donc voilà, je recommande. Merci Olivier. Allez Cheyenne, vas-y, réveille-toi. Oui, donc on a été voir cette expo ce matin et moi j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai pas énormément à en dire, si ce n'est que je trouvais que la curation était pas mal. Il y avait un côté assez sombre comme ça dans la manière dont on se déplaçait à travers les salles et qui en même temps correspondait bien au thème. J'aimais bien aussi tout ce qui était... j'aimais bien la manière dont c'était traité. On parle beaucoup du beau au début, puis on arrive doucement vers quelque chose qui va plus traiter de la laideur. Et puis, comment est-ce qu'on peut avoir des œuvres qui font se confronter des idéaux de beauté avec justement la répugnance de la laideur. J'ai appris des choses, je trouvais que les informations n'étaient pas trop nombreuses mais pas non plus trop manquantes. C'est une exposition qui m'a parlé. J'ai aussi aimé le fait qu'on puisse voir des artistes qui sont quand même connus. Il y avait du Titien, il y avait un Botticelli mais je pense que c'était vraiment pas son meilleur. Il y avait Léonard de Vinci, oui. Il y avait Bruegel l'ancien, je pense, si je dis pas de bêtises. C'est Bruegel le jeune. Ils ont mis Bruegel 2. Non, mais alors c'est le jeune, ouais. J'ai été regarder, c'est Bruegel 2 le jeune. Il y avait Véronèse aussi, je pense. Bref, du coup, il y a pas mal de quand même grands artistes, donc ça fait plaisir d'avoir aussi une exposition qui a ses têtes d'affiche à Bruxelles.
Écoutez, voilà, moi je suis un peu comme vous, j'ai passé un excellent moment. Déjà, c'était un excellent moment à 4, un peu team building avant de commencer le podcast. Et puis oui, effectivement, moi c'est ce qui m'a Alors effectivement, avoir la beauté, la laideur, ce concept évidemment, et les différentes peintures des deux côtés, c'était soit très intéressant, soit parfois très amusant aussi au niveau de ce qu'il présentait. Mais moi, ça m'émeut toujours de découvrir des peintures de grands artistes comme ça. Se dire que j'ai en face de moi, même si c'est des caricatures moins connues de Léonard de Vinci, j'ai quand même du Léonard de Vinci devant moi. Il n'y a pas 150 personnes qui essayent de passer avant moi comme devant la Joconde. Enfin, on peut en profiter. Vraiment passer un bon moment. C'est ni trop long ni trop court. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a un moment, je regardais le timing et je me disais, est-ce qu'on ne devrait pas accélérer ? En fait, non, on approchait de la fin et on ne s'est pas pressé. On a bien pris le temps. Il n'y a pas trop à lire. Mais à côté de ça, on peut avoir des petits fascicules pour se renseigner plus. Voilà, mais en tout cas, comme l'a dit Olivier, à recommander pour ceux qui aiment les expos. Il faut savoir que donc c'est à Beaux-Arts et c'est jusqu'au 14 juin. Donc n'hésitez pas, il faut y aller maintenant. Voilà, après ce retour sur cette expo, nous allons maintenant passer à la chronique imposée à Mathieu, car il est de retour et donc on lui a imposé une nouvelle chronique. Il est de retour. Je suis là. On te voit. Bah oui, je suis en face de toi. Ah oui. Alors, si je vous parle d'Ambroise Paré et André Vézal, qui font penser ces deux noms. À des hôpitaux dans chaque ville, dans chaque grande ville. Exactement, à des hôpitaux principalement. Et en fait, derrière ces noms, il y a des histoires qui ont changé la médecine. Ambroise Paré d'abord, un homme de terrain. Alors, c'est pas un universitaire comme Vézal, non, mais c'est un barbier chirurgien audacieux qui s'empare des découvertes anatomiques de son époque pour transformer la manière de soigner. Les blessures par balle, par exemple. Il invente la ligature des artères et, sans le savoir, ouvre une nouvelle ère dans la médecine. Mais celui qui nous intéresse vraiment, c'est André Vézal lui-même. Pourquoi lui ? Parce qu'il est considéré comme le père de l'anatomie moderne et parce que son histoire commence ici, où on enregistre, à Bruxelles. Né dans une famille de médecins, il aurait pu suivre un chemin tout tracé, mais Vézal est curieux, très curieux. Il s'intéresse au corps humain et surtout, il ose remettre en question les certitudes vieilles de plus de 1000 ans, celles de Galien, le grand médecin grec du IIe siècle. Alors il franchit une limite interdite à son époque. Il dissèque des corps humains, à une époque où l'on se contente d'observer des animaux, où toucher un cadavre humain est tabou, voire interdit. Lui, il regarde, il observe, il vérifie, il veut comprendre par lui-même. Alors Olivier, toi qui vis à Bruxelles, c'est pour toi. Donc à Bruxelles, il vit au Hellestraatken, aujourd'hui la rue des Minimes, près du Galgenberg, le mont aux Potences, où se situe aujourd'hui le palais de justice, un lieu où l'on exécutait les condamnés. La légende raconte qu'il s'y rendait pour récupérer des os. Plus tard, à Paris, le même scénario, il s'installe près du gigantesque gibet de Montfaucon, avec toujours cette même obsession de comprendre le corps humain coûte que coûte. Et puis, à seulement 31 ans, il publie un ouvrage monumental, De Humani Corporis Fabrica, la structure du corps humain. Un livre qui va bouleverser la science. Pour la première fois, le corps est décrit avec une précision inédite. Les os, les muscles, les organes, tout y est. Et surtout, Vézal corrige les erreurs de Galien, la mâchoire, le sternum, les vaisseaux sanguins. Grâce à lui et ses recherches, par exemple, le cœur n'est plus le centre des émotions et de l'intellect, cela devient le cerveau. Alors vous me direz, qu'est-ce que cela a comme rapport avec la culture ? Déjà, c'est qu'on en sait plus qu'avant. Mais aussi parce que l'ouvrage en question est artistique, car Vézal ne montre pas simplement des corps, il les met en scène. Des squelettes qui semblent marcher, réfléchir, des cadavres exposés dans des paysages inspirés de la campagne vénitienne, et là ça va te parler Cheyenne puisque tu viens d'en parler justement, des gravures effectuées à l'atelier du Titien, certainement par l'un de ses élèves, Jan van Kalkar. Un traité d'anatomie que je vous encourage dès lors à découvrir, certaines planches étant disponibles sur Internet. Comme il a été imprimé, il existe encore plusieurs centaines d'impressions originales. Par contre, quant aux planches en bois, de Poirier gravées, elles méritent un film à elles seules, puisqu'elles ont été transportées d'abord à dos de mulet, à travers les Alpes jusqu'à Bâle, chez son imprimeur Jean Oporin. Pendant 200 ans, on perd leurs traces. Mais au XVIIIe siècle, une grande partie de la collection réapparaît. Ils passent de main en main avant d'aboutir à la bibliothèque de l'université d'Ingolstadt, qui sera plus tard transférée à l'université de Munich.
Dans les années 1930, le bibliothécaire de l'Académie de médecine de New York, Archibald Mallock, apprend que les bois originaux dorment dans les archives de Munich. Il va alors utiliser ces blocs datant de 1543 pour imprimer une édition somptueuse, appelée Icones Atanamicae, celle que vous voyez souvent aujourd'hui. Excellente idée, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1944, lors des intenses bombardements alliés sur Munich, le bâtiment de l'université est touché de plein fouet et les 227 bois originaux qui avaient survécu depuis la Renaissance sont réduits en cendres dans l'incendie qui suit l'explosion. Alors si ça, c'est pas une belle histoire belge avant même que la Belgique n'existe, je sais pas ce que c'est. Merci Mathieu. Avec plaisir. Merci, on apprend des choses, c'est chouette. Bon. On en a parlé au début. A priori, Olivier nous promet la chronique la plus stupide qu'il ait jamais faite. Vous avez patienté jusqu'ici sûrement pour n'entendre que ça. C'est le moment, c'est l'instant. À toi, Olivier. Merci Loïc. Effectivement, et faire une chronique la plus stupide jamais faite, c'est déjà un exploit, puisque j'en ai déjà fait certaines qui étaient vraiment connes. Mais là, Loïc, j'ai pas pu m'en empêcher parce que, tu vois, au moment de pouvoir déterminer le thème et les sujets qu'on allait aborder, j'étais vraiment en colère. J'étais en colère parce que j'aimerais bien remettre une vérité en place, rétablir une injustice. Parce que je ne vois pas, et je vous regarde tous et je vous pose tous la question, pourquoi, quand on parle d'histoire, on ne parle que de Renaissance et on ne parle pas des autres Renés? Parce qu'il y en a plein, effectivement, qui ont jalonné l'histoire. Je vois Loïc qui lève les yeux au ciel, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, je les ferme. Je me dis que si je ferme les yeux, ça n'existera pas. Effectivement, il y en a plein qui ont jalonné l'histoire et qui nous ont fait des partitions incroyables. René Descartes, par exemple. Je pense donc je suis, rien que ça, ici, René Magritte, belge en plus, René Goscinny, le papa d'Astérix et du petit Nicolas, ou bien encore le légendaire René Coty, rendu célèbre par OSS 117. Nous avons également... non, j'en ai encore plein. On m'en a demandé 50, j'en ai 50. Nous avons, je vais vous en citer quelques-uns au fur et à mesure. Alors lui, c'est un moins bon souvenir pour les personnes qui aiment le foot. René van der Eycken, qui a été sélectionneur des Diables Rouges pendant une certaine période durant laquelle nous n'arrivions pas. Nous avons également René Fonck, un pilote allié pendant la guerre 14-18 qui s'est rendu à des hauts faits. Ou bien, on parle en plein comeback de Céline Dion, René Angélil, son célèbre manager, et Marie. Je vous citerai encore, par exemple, René Mayer, qui a été une figure importante de la 4e République en France. Mais on peut également partir sur des contrées un peu plus exotiques. Et je parlerai par exemple de Renato Sanchez, qui est un joueur de foot portugais. Aussi, d'accord. Et Renato Carazon, qui est... Alors, ce qui est bien, c'est que je n'aime pas du tout le comique de répétition, donc ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Non mais au pire, est-ce qu'on n'avait pas dit dans les autres 50 putaclic, à un moment on en tire chacun au sort et c'est cool? Mais des personnages connus comme René Lacoste par exemple aussi, qui a mis en place la marque Lacoste, ou bien René Bury, qui est un photographe iconique du XXe siècle. Voilà, effectivement, si vous voulez, j'en ai 50 ici. Je vous demande alors de pouvoir me donner un chiffre. Cheyenne? 13. Alors le 13, on reste dans la thématique du football, c'est René Higuita, le fameux gardien qui avait inventé le coup du scorpion. Donc cet arrêt qui consistait à pouvoir reprendre le ballon avec ses talons, comme ça, avec un saut de carpe qu'il faisait très très risqué. Il en a raté un ou deux dans sa carrière et ça pardonne pas, et t'as l'air con sur le moment même, mais par contre un gardien vraiment spectaculaire. Quand il a réussi, ça claque. Ça claque. Loïc? Le 41. Alors, le numéro 41 pour Loïc, c'est René Dumont, qui était un des premiers écolos, effectivement, qui a alerté très très tôt sur les problématiques, sur la pénurie d'eau, notamment. Ah, ok. Mathieu? Alors, est-ce que tu savais qu'il y avait des gens qui avaient un nom de famille qui était Sens?
Mais ta gueule, c'est la suite. Renaissance. C'est la suite, parce qu'effectivement, nous avons Jean Sens, qui est un organiste et pédagogue français actif au XXe siècle, qui a été très fort reconnu pour sa contribution à la vie musicale liturgique et à la formation d'organistes en France. Je me demandais ce qu'il en a eu 50 aussi des sens. Mais également Robert Sens, qui est un historien français, Tu n'as pas répondu à ma question. spécialiste d'histoire contemporaine et de l'enseignement historique. Non, ça j'en avais que 2 pour le coup là. Eh ben voilà, ça signe la Mais, fin de la chronique d'Olivier. Mais non, Merci Olivier. Mathieu et Alan n'ont pas donné leur numéro s'il va l'avoir. Les 5, comme les 5 sens. Les 5, oh, ça c'est beau ce que tu dis. Les deux. René Dubos. Non, celui-là je l'avais déjà. Redit un autre numéro celui-là. Le 4, comme les 4 sens. Ah bien voilà. C'est René Laennec qui a littéralement permis d'écouter les chœurs, puisque je pense que c'était l'inventeur du stéthoscope. Ah bah ça tombe Vézal. bien, il a fait Vézal juste avant. Voilà. Le 21. Alors le 21, c'est René Auberjonois, qui est une star de Star Trek. Et qui aime les aubergines. Tout à fait. Est-ce que dans ta liste, il y a René Lataupe? Ouais, j'allais dire la même Et chose. si, mignon, gros. Non, j'avais pas René Lataupe. Désolé. Ah, c'est mon seul Ouais. René connu. C'est con, mais quand même pas si con, quoi. Donc le mec, il nous fait une chronique, il a même pas René Lataupe. Bon, je propose qu'on arrête là, c'était parfait, merci Olivier. Merci, avec grand On plaisir. va peut-être annuler cette chronique un jour ou l'autre. Hein. Oh non. Bon, passons à quelque chose d'un petit peu plus sympathique et un peu plus amusant. Vous savez de quoi je parle? Un qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est un c'est très spécial parce que j'ai décidé pour cette émission de ne pas laisser le monopole de la connerie à Olivier et j'ai décidé de faire un jeu complètement con. Yeah. Et pour ce dernier qu'est-ce que c'est, on va partir sur le qu'est-ce que c'est la ville. Vous devez me dire si les affirmations suivantes concernent la ville de Rennes, la ville de Sens ou Rennes et Sens. C'est une préfecture. Rennes. Oui, parce que Sens est une sous-préfecture qui avait répondu Rennes. Allez, un point pour tout le C'est monde. Cheyenne d'abord, non? Bon, c'est ceux qui ont bon, quoi. Bah, Cheyenne et Olivier. Hop. Une densité de population supérieure à 1000 personnes Rennes. par Sens. habitant au Rennes. kilomètre Sens. carré. Sens. Sens, J'ai dit Rennes, moi. Rennes. Eh bien, tout le monde a perdu, c'est Rennes et Sens. Ah bah, Malgré putain, merde. une population J'ai oublié qu'il y avait 10 fois des supérieure à Rennes. Ok. Ça se trouve dans Lyon. Sens. Sens. J'ai dit Sens aussi. Ah ouais, tout le Tu monde m'as a pas gagné. écouté, mais je l'ai dit. Vilaine. C'est bien Sens. Illuminor. Qui avait C'est bon toi la qui question vilaine. précédente déjà? Tout le monde. Moi, Olivier et Cheyenne, la première. Et la deuxième? Et tout le monde. La deuxième, Quelqu'un non, avait la dit deuxième Sens. personne. Ah, Ah non, la première, j'avais la dit Sens. deuxième Personne n'avait personne. dit Renaissance, c'est vrai. Ok, la ville est fondée par un peuple gaulois. Renaissance. Rennes. Je suis sûr. Renaissance. Renaissance. Rennes. Renaissance. Donc un point pour Olivier, un point pour Loïc d'ailleurs. Les deux peuples gaulois, donc les Riédones et les Sénons, ont plus ou moins donné leur nom aux villes. Elle est la capitale des punks à chiens. Rennes. Rennes. Eh oui, Rennes, allez, un point pour tout Ça le va, monde. ça c'était facile. Ça c'est facile, et de la 8-6 au passage. Elle était une capitale religieuse. Sens. Rennes. Renaissance. Sens, dont l'archevêque contrôlait le diocèse de Paris jusqu'en 1622. Il en reste plus beaucoup. Ne dépasse pas les 205 mètres d'altitude. Rennes. Rennes. Sens. Renaissance, ouais, je dirais. Renaissance. Ah non, t'as d'abord dit Rennes. T'as Donc, là, j'ai- d'abord dit que j'ai Rennes. que Rennes, Eh ben c'est Renaissance. Merde, putain, je le Ah savais. oui, je sais, mais bon Yann voilà, et il Mathieu. faut être bon joueur, Olivier. A vu les dernières heures de Chateaubriand. Sens. Sens. Rennes. 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 Ah C'est là merde. que tu dis Renaissance. Merde, comment il a Attention fait parce qu'il y a une égalité entre Olivier et Cheyenne avec 5 points. Sur la dernière, à une équipe de volley féminine dans le top 6 français. Rennes. 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 Bah oui, Rennes, ça me paraît bizarre, Sens. Renaissance. Oh. Les deux ont des top équipes de volley féminine. J'ai galéré à trouver un sport dans lequel les deux étaient dans l'élite quand même. La faute à Sens. Eh ben ça fait beaucoup d'égalité Et sur les ça jeux. fait hein. une égalité entre Olivier et Cheyenne pour ce dernier KCC. Eh ben merci Alan. Ça fait beaucoup d'égalité pour tous les jeux. Hein. Tout ce que je retiens, c'est que je pourrais mettre 3 papiers. Ouais, c'est le bordel les papiers. Ça va être le bordel. Enfin bon, nous sommes maintenant arrivés au bout de notre émission. J'espère que vous avez tous passé un bon moment en notre compagnie, que la Renaissance ne vous a pas fait peur et que vous avez partagé avec nous le plaisir de toujours découvrir de nouvelles choses grâce à des thèmes toujours différents. Nous allons maintenant passer au tirage au sort du prochain thème. Je rappelle que les gagnants des différents jeux ont le droit d'ajouter un papier supplémentaire par victoire, soit en mettant plusieurs fois leur thème favori et augmenter les chances, soit en proposant des thèmes supplémentaires.
Voilà, les petits papiers ont bien été mis dans notre fameux panier. C'est le moment de tirer au sort. Et c'est Alan qui a été désigné pour tirer au sort. Attention, roulement de tambour et seulement après tu annonces, c'est important. Le temps. Incroyable. Ouais, c'est mon thème, c'est mon Eh ben, thème, bravo, c'est moi qui l'ai Cheyenne. mis. Eh ben voilà, écoute Cheyenne, je suis ravi pour toi. C'est ton thème qui passe. Ouais. Voilà, donc ça va encore être un thème très différent. J'espère que vous serez au rendez-vous dans cette prochaine émission qui devrait sortir aux alentours du mois de juin. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast et sûrement d'autres plateformes. N'hésitez pas surtout à partager vos retours, félicitations, critiques en tout genre sur l'émission actuelle. N'oubliez pas quand c'est possible de mettre une note, un like, un commentaire. Comme ça, notre podcast permet d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi nous suggérer des nouveaux mots thématiques. Le thème d'aujourd'hui avait été proposé par une de nos auditrices et ces propositions rejoindront le panier au tirage au sort. Merci Alan, Cheyenne, Olivier et Mathieu de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je terminerai en citant Léonard de Vinci. L'art ne consiste pas à représenter des choses nouvelles, mais à représenter avec nouveauté. Et moi, je terminerai en citant les Tortues Ninja. Kawabunga.